Lucia, commandante des Chevaliers Noirs, annonce formellement sa présence et salue le soleil de l'Empire. L'empereur complimente sa maturation, mais Lucia réplique sèchement qu'il semble lui-même avoir pas mal vieilli. L'empereur rit, suggérant qu'un tel honneur mérite une célébration. Elle teste sa force, arrêtant sans effort le plat de la lame avec sa main nue. Les glorieux chevaliers noirs de l'Empire d'Eldarion annoncent leur arrivée par un cri retentissant et unifié. Pourtant, en se réveillant à la lumière du matin, elle attrape une épée sur un râtelier voisin, confuse d'être en vie. Autrefois connue sous le nom de grande maître d'épée Lucia, le monstre noir, elle quitta la cour et passa 40 ans en réclusion, attendant de mourir. Les nobles proches chuchotent à propos de son audace d'omettre son nom de famille, révélant qu'elle a rompu tout lien avec sa famille. La scène se déplace vers une forêt reculée, un endroit qui ne peut être facilement atteint par quiconque, en dessous du niveau d'un maître d'épée. Elle balance l'épée avec une grâce familière et puissante, testant son propre corps. Phew. Une femme halète, se réveillant en sursaut comme d'un cauchemar. Tandis qu'elle passe, les servantes la fixent dans un silence stupéfait, clairement intimidée par sa présence formidable. Soudain, l'homme blond et moustachu, assis sur un grand trône, la salue avec un regard surpris. Elle est devenue commandante des Chevaliers impériaux, une légende connue sous un surnom redoutable, le monstre noir. Lucia le fixe, son expression passant à un mélange de choc et de confusion totale. Son arrivée est annoncée à Sa Majesté alors que la commandante des Chevaliers Noirs entre, son expression sévère. Le titre de maître d'épée est expliqué comme un atout militaire critique, et avec le départ à la retraite de l'actuel maître de l'Empire, ils sont en danger. La scène se déplace au jour précédant son audience, dans un grand manoir entouré d'une végétation luxuriante. Face à la fenêtre, elle se tient prête avec son épée, contemplant sa situation impossible. Elle se demande si elle a utilisé trop de force, alors qu'elle voulait simplement jeter l'épée sur son râtelier. Devant son trône, l'empereur remarque que 5 ans se sont écoulés et qu'elle a maintenant 25 ans. Son regard tombe sur une peinture d'un ange blond au plafond, qu'elle ne se souvient pas avoir jamais vue auparavant. Alignés en formation, les chevaliers saluent formellement la commandante Lucia, alors qu'elle se tient devant eux. L'empereur la regarde avec satisfaction, déclarant qu'elle ne l'a jamais déçu. Il rit hystériquement de sa demande inouïe de congé parental, tandis qu'un souvenir rappelle sa réputation de mur de fer ultime pour avoir rejeté tous les prétendants. Le chevalier agenouillé garde les yeux fermés, son expression sombre et dévouée. Un jeune chevalier aux cheveux bruns s'avance du groupe et s'agenouille devant elle. L'empereur médite que quelque chose est possible après 5 ans, tandis que Lucia pense intérieurement, 5 ans, une pensée qu'il répète avec confusion. Jetant son épée, elle lève les yeux, déconcertée, alors qu'elle reste fermement plantée dans le plafond. Les larmes aux yeux, elle murmure le nom Beryl, reconnaissant le visage de son ancien vice-commandant des Chevaliers Noirs. Elle se demande comment elle est encore en vie, persuadée d'avoir rendu son dernier souffle. Assise dans son lit, elle semble les yeux écarquillés et complètement désorientée. Elle se souvient du sentiment de la mort la consumant la nuit précédente, et de la façon dont elle l'avait accepté paisiblement. L'empereur exige avec enthousiasme de voir ses résultats d'entraînement, proclamant que les 3 maîtres d'épée du continent vont désormais devenir 4. La pensée d'une personne invisible passe, la qualifiant de « toute la plus dense des danses ». Pour éviter cela, l'empereur a ordonné à l'incomparable Lucia de s'entraîner pendant 5 ans pour devenir la plus jeune maître d'épée de l'histoire. Elle baisse les yeux sous le choc, se retrouvant tenant un bouquet de fleurs bleues éclatantes. En fixant son reflet, elle est horrifiée de réaliser qu'elle a le visage qu'elle avait dans la vingtaine. Un souvenir douloureux ressurgit d'elle portant l'enfant, réalisant qu'elle était celle qui avait mené la sainte à sa mort. Après des excuses embarrassées d'un autre chevalier, Lucia les congédie, tandis que l'homme aux cheveux bruns hésite sur le titre à lui donner. Lucia écarte les formalités, supposant qu'ils sont venus pour ses funérailles, laissant le jeune chevalier perplexe par ses paroles. Elle décide d'utiliser son pouvoir, synchronisant ses sens avec l'espace pour enquêter plus minutieusement. Lucia se souvient avoir récupéré des documents classifiés du temple, auxquels elle n'avait accès qu'en tant que commandant suprême dans sa vie passée. Crash, le jeune chevalier aux cheveux bruns fait irruption, appelant la commandante sous le choc. Elle se demande comment, avant sa régression, le décret royal qu'elle a reçu n'a jamais mentionné la sainte. Touchant sa joue, elle découvre des traces de larmes et se demande si elles proviennent du flot de souvenirs qu'elle a vécu. Un souvenir révèle que le décret concernait en fait la protection de la sainte. Elle se dit qu'il ressemble à un jeune Beryl.
et se demande s'il pourrait être son fils. Elle se tient devant le feu, sa détermination se durcissant alors qu'elle accepte sa nouvelle voie. Une puissante aura bleue émane d'elle, se répandant dans toute la pièce pour scanner toute forme de vie. L'odeur de pourriture imprègne l'air, et elle doute que quiconque puisse vivre dans cette zone abandonnée. La porte se brise, révélant une pièce remplie d'oiseaux en cage. La sainte est apparue aux côtés d'un arbre sacré, qui a restauré la nature et apporté la prospérité à l'Empire. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité, alors qu'elle réalise l'impossible familiarité de l'homme. Surprise, elle regarde avec incrédulité tandis que des plumes blanches commencent à tomber autour d'elle. Son but est désormais clair. Elle saisira cette opportunité pour sauver l'enfant et expier ses péchés. Une servante délivre un décret royal la convoquant au palais, un ordre que Lucia croit impossible. Elle se retrouve dans un quartier sordide qu'elle reconnaît comme un marché noir, déplorant la recherche d'un enfant dans un endroit aussi avide. Whoosh! Avec une détermination renouvelée, elle jette les documents accablants dans la cheminée rugissante, détruisant le passé. Elle se souvient des nombreuses cicatrices couvrant son corps, gagnées lors d'innombrables batailles brutales contre des bêtes des montagnes. Touchant son visage immaculé, elle se demande si elle a enfin perdu la tête. Les documents contenaient des détails cruciaux sur la sainte, y compris ses cheveux noirs, et le jour de son éveil. En regardant le château lointain, elle se souvient de son rapport prévu à l'empereur le lendemain matin. Réalisant qu'elle est dans le dortoir d'entraînement royal d'il y a 20 ans, elle se tourne vers le chevalier qu'elle croit être Bérel et exige de savoir l'année. Tourmentée par la culpabilité, elle se souvient avoir quitté le palais, incapable de protéger ceux qui profitaient du sacrifice de l'enfant. Elle apprend l'horrible vérité, la sainte a été scellée vivante dans un arbre sacré pour en extraire sa force vitale, un détail omis de la prophétie, ce qui implique une conspiration pour un gain injuste. Avec une détermination sinistre, Lucia jure de ne pas répéter les péchés de ce jour fatidique. Elle se croit une relique oubliée, pensant que le jeune empereur ne saurait même pas qui elle est. Elle se souvient de la 5e année du Nouvel Empire, l'année où elle est officiellement devenue maître d'épée. Réalisant que quelqu'un doit être à l'intérieur, elle tire son épée et brise la porte d'un seul coup puissant. Se couvrant le nez à cause de l'odeur, elle constate que les oiseaux sont tous précieux et se demande si c'est tout ce qu'il y a là. À grandes enjambées, elle traverse la grande pièce, laissant derrière elle son ancienne vie. Une prophétie est racontée, décrivant comment le chaos et la famine ont tourmenté le Nouvel Empire jusqu'à l'apparition de la sainte prophétisée. Son attention est attirée par une serrure brillante et neuve sur une porte voisine, suggérant qu'elle est régulièrement entretenue. Une vision montre une jeune fille aux cheveux noirs recroquevillée devant une croix dorée massive. Ses yeux s'ouvrent brusquement alors que ses sens améliorés détectent un battement de cœur faible, mais clair. Dans la pénombre, elle aperçoit une petite fille aux cheveux noirs et réalise qu'elle a retrouvé l'enfant. Avec un regard déterminé, elle ignore la raison de sa seconde chance, ne se souciant que de ce qu'elle en fera. Mais alors qu'elle cherche la dernière cicatrice la plus proéminente sur son épaule, elle ne trouve qu'une peau lisse et immaculée. Les hommes paniquent alors que leurs oiseaux coûteux et colorés commencent à s'envoler de leur cage en masse. Dans un flashback, Mia promet de revenir pour Annie et lui dit de se défendre contre les intimidateurs, l'exhortant à abandonner sa gentille personnalité. Elle réfléchit à sa propre enfance solitaire, se souvenant de son père absent et de la froideur du personnel après la mort de sa mère. Soupirant, Lucia s'assied, résignée à l'idée qu'elle doit emmener la fille avec elle. Elle tend maladroitement sa main, se demandant pourquoi l'enfant ne bouge pas malgré son offre d'aide. Un souvenir chéri défile, la montrant riant joyeusement, entourée de ses chers camarades des Chevaliers Noirs. Mais cette chaleur s'estompe lorsqu'elle se souvient comment la solitude est devenue sa vie, avec seulement son épée pour la faire avancer. La scène se déplace vers l'an 4 du Nouvel Empire, à l'intérieur d'un petit orphelinat, alors qu'une voix appelle urgemment Annie à se réveiller. Elle remarque que la pièce a été nettoyée avec la saleté empilée à un endroit, et se demande ce qu'Annie voulait dire par « ça fait mal ». S'agenouillant, Lucia s'inquiète, se demandant si l'enfant traumatisé peut même la comprendre. Lucia voit une différence cruciale entre elles. Contrairement à elle, cet enfant a encore de l'espoir et une chance de vivre une vie ordinaire. Un flashback montre les deux trafiquants d'oiseaux revenant dans la pièce vide, appelant pour vérifier l'état de l'enfant. Mia réconforte Annie qui gémit, lui tenant la main et promettant de ne pas partir avant qu'elle ne s'endorme. Tandis que les oiseaux les encerclent, les trafiquants aperçoivent Lucia s'échapper et exigent de savoir qui elle est. Alors que sa propre main commence à briller, Lucia se demande avec étonnement s'il s'agit d'un pouvoir divin.
Une soudaine prise de conscience frappe Lucia. L'enfant terrifié serre un tissu déchiré, ses yeux jaunes écarquillés par la peur. Lucia recule sous le choc, réalisant avec horreur qu'un enfant doté d'une force divine pouvait encore ressentir une telle douleur. Lucia ressent une pointe de malaise, réalisant qu'elle n'a absolument aucune expérience pour parler aux enfants. Maintenant à l'intérieur, Lucia serre le poing, reconnaissant qu'amener l'enfant ici était simple, mais que ses vrais défis ne font que commencer. Soudain, 2 hommes font irruption dans la pièce, hurlant de protestation. Avec des bonds gracieux, Lucia s'élance sur les toits tandis que les hommes crient impuissants pour que quelqu'un l'attrape. Une fille aux cheveux violets nommée Mia est assise près du lit d'Annie, lui demandant si elle a eu un autre cauchemar. Allongée dans l'obscurité, Annie s'inquiète que si Mia part, personne ne lui tiendra la main, tout comme dans son rêve récurrent où sa mère lâche prise. De retour dans le présent, Lucia réalise avec un sursaut que la vision de l'enfant de sa mère n'est pas seulement un cauchemar. Elle réalise, rougissante, que ses anciennes blessures ont disparu et que son mana est intact, la laissant sans voix. Lucia prend doucement les mains de l'enfant, qui rayonne de lumière divine, tandis qu'Annie lève les yeux avec effroi. Avec une nouvelle détermination, Lucia tend la main à l'enfant avec un sourire doux et rassurant. Elle se creuse la tête, se souvenant qu'elle n'a jamais assisté à des mariages, ni rencontré les enfants de ses connaissances. Tous ceux qu'elle connaissait étaient plus âgés. Elle cherche des blessures mais n'en trouve aucune, seulement pour voir la petite fille, Annie, rayonnant d'une brillante aura dorée. Elle interroge agressivement l'enfant tremblante sur ses parents et son passé, jurant de les faire souffrir pour l'avoir abandonnée. La petite fille lève les yeux vers Lucia, avec de grands yeux innocents et murmure « Maman ». Lucia se demande intérieurement si Annie l'a confondue avec sa mère en raison de leurs rares cheveux noirs partagés. Voyant la peur de l'enfant, Lucia regrette immédiatement son éclat et s'excuse doucement. Serrant le poing, Mia fulmine intérieurement contre le vil directeur qui a forcé Annie à prendre sa place après son adoption. Son expression se durcit avec une sombre certitude, alors qu'elle comprend que la sainte a vécu toute sa vie dans la douleur, bien avant son scellement. Elle estime que même enfant, une sainte possède une force divine, ce qui lui a permis de survivre en étant scellée dans l'arbre de vie. Elle est aux prises avec la dure réalité qu'en tant que sainte, la fille tremblante pourrait ne jamais connaître une vie normale avec des parents aimants. Berçant l'enfant en toute sécurité dans ses bras au milieu d'une pluie de plumes, Lucia fait une promesse silencieuse et sincère de la protéger. Ses yeux brillent de compréhension alors qu'elle fait le lien entre l'âge de la rare enfant aux cheveux noirs et ses 5 années d'entraînement éreintants. Un graphique décrit le plan simple en 3 étapes de Lucia. Sauver la sainte, trouver une maison et l'élever en secret. La scène se déplace vers un grand et majestueux manoir niché dans un paysage luxuriant et verdoyant. Une vision floue apparaît, montrant une femme aux longs cheveux noirs tendant la main. Une idée brillante la frappe. Le congé parental est l'excuse parfaite, même si elle ne peut pas abandonner complètement ses fonctions. Elle demande à Barrel l'âge de son neveu, se rappelant qu'il est né avant le début de son entraînement, ce qui semble le troubler. Lucia déduit correctement qu'il parle du commandant Blanc, un homme nommé Léon Ruin. Barrel regarde avec une admiration larmoyante, s'émerveillant de l'aura chevronnée de la commandante, et sentant qu'il a encore beaucoup à apprendre. Barrel rayonne, la remerciant et rapportant que sa sœur aînée est retournée au corps des Mages Blancs après un bon congé parental. Stupéfait, il demande si elle a vraiment élevé un enfant sur les terrains d'entraînement reculés pendant tout ce temps, un fait qu'elle confirme calmement. Alors que son carrosse traverse la campagne, les pensées de Lucia se tournent vers Barrel. Lucia se demande si elle-même savait se baigner à cet âge, mais admet que c'était trop longtemps pour s'en souvenir. Maintenant vêtue de son uniforme de commandante formelle, Lucia note qu'il est presque l'heure de partir pour le palais. Son esprit s'emballe, formant un nouveau plan. Elle doit trouver un endroit sûr pour l'enfant, éliminer ses ennemis et utiliser son statut de chevalier pour recueillir des informations. Elle observe la petite fille tremblante, figée sur un tapis près de la porte, refusant de faire un seul pas. Lucia conclut son récit impassible par « point du ». Moins c'est ce qu'on m'a dit, ce qui pousse l'empereur à crier qu'elle n'a pas l'air le moins du monde triste. Avec un léger sourire, elle réalise que, grâce à Barrel, la solution inattendue d'un congé parental de 6 mois lui est tombée toute cuite dans les bras. Elle ajoute le détail final et pathétique, il a été retrouvé agrippé non pas à une herbe rare, mais à une simple touffe d'herbe. L'empereur recrache son vin, hurlant d'incrédulité à sa demande de congé parental. Perturbé et rouge de colère, l'empereur fait marche arrière, déclarant que c'est une histoire tragique et acceptant de lui accorder le congé.
L'empereur exige avec colère de connaître l'identité du mari, tandis que Lucia se prépare discrètement à raconter son histoire inventée. Elle explique calmement que son mari était un herboriste qui est tragiquement tombé d'une falaise en cueillant des plantes médicinales. Il lui accorde furieusement un congé d'1 an si elle le souhaite, juste pour qu'elle disparaisse de sa vue, tout en paniquant intérieurement à l'idée que le seul maître d'épée de l'Empire parte. Toc toc, le jeune chevalier Bérel annonce qu'il est temps d'aller au palais, et Lucia lui dit d'attendre un instant. Elle se souvient de son ancien rival, Lion Ruins, et du duel qu'elle a gagné, utilisant son vœu pour accorder un congé de maternité à une greffière enceinte. Frappant ses mains sur son bureau, l'empereur demande furieusement si elle se moque de lui en demandant un congé pour un enfant de 5 ans. Avec un regard déterminé, elle donne le simple ordre de partir. L'empereur se penche agressivement, doutant de son histoire, et arguant qu'une mère n'aurait jamais pu devenir maître d'épée. Il l'accuse avec colère de négliger ses devoirs et d'utiliser une installation impériale à des fins personnelles, qualifiant cela de grave offense. Lucia raille intérieurement l'orgueil déplacé de l'empereur, se rappelant les nombreuses fois où son cœur tendre l'avait obligée à lui sauver la vie. Elle observe sa main tremblante, notant qu'il ne peut même pas tenir un lourd gobelet de cristal dans sa tentative désespérée de paraître charismatique. L'utivo tonnelenzi melisi. L'usi melolenzivo de l'empereur a été la cause de sa mort précoce dans sa vie passée. Avec un éclat dans les yeux, elle canalise une aura rouge dans une simple plume d'oie sur le bureau. Slash. La plume énergisée tranche net le haut du gobelet de l'empereur alors qu'il hurle de surprise. Abasourdi, l'empereur fixe son vin, qui est maintenant mystérieusement en flammes à l'intérieur du gobelet parfaitement coupé. L'empereur panique intérieurement, se demandant comment elle a pu couper un gobelet avec une plume, un exploit qu'il pensait impossible sans une arme en mithril. Il réalise avec admiration qu'elle a imprégné une simple plume d'un tel pouvoir immense, soupçonnant qu'elle est désormais quelque chose au-delà d'un maître d'épée. Instantanément, l'attitude de l'empereur terrifié change, et il lui accorde joyeusement un congé parental payé à 100% avec tous les droits de résidence. S'éloignant nonchalamment, Lucia remarque qu'il serait dommage qu'il ne puisse pas soulever sa propre tasse en compagnie d'autres personnes. Humilié, l'empereur prend une gorgée silencieuse de son gobelet brisé et enflammé. La scène se déplace vers la demeure majestueuse de Lucia, nichée dans un paysage boisé et tranquille. Rentrant chez elle, Lucia réfléchit que le voyage a été long mais fructueux, ayant complété l'enregistrement de naissance de l'enfant avec l'empereur lui-même comme garant. Elle parcourt les couloirs, anticipant le choc de l'empereur lorsqu'il apprendra qu'il est désormais le tuteur de la sainte qu'il compte sceller, et appelle l'enfant. Regardant autour d'elle, elle se demande si la fille est toujours dans la salle de bain. Splash, à sa grande surprise, elle voit la petite fille lumineuse glisser et tomber de la baignoire. Lucia se jette en avant, rattrape l'enfant et soupire de soulagement d'avoir évité un désastre. Dans ses bras, Annie balbutie pour une serviette, laissant Lucia totalement confuse. Maintenant habillée mais en pleurs, Annie se tient devant une Lucia agenouillée et déconcertée, qui ne comprend pas pourquoi les bonnes ne s'en occupent pas. Rouge, Lucia réalise qu'elle a peut-être été trop brusque, admettant que, les domestiques l'ayant soignée jusqu'à un âge avancé, elle n'a aucune expérience. Avec un regard de sombre détermination, elle accepte la réalité accablante d'élever un enfant. Un moment de résolution est capturé. Après avoir sauvé la sainte, elle a maintenant décidé de devenir mère. Lucia soupire de frustration, se demandant pourquoi Annie ne veut pas manger, complètement déconcertée par la situation. Elle réfléchit à ses actions, ayant brûlé tous les registres de la sainte pour protéger l'identité de l'enfant de l'empereur. Son plan à long terme est établi. Elle a 11 ans pour supprimer le pouvoir de l'enfant avec une pierre de contrôle pendant qu'elle traque ses anciens ennemis. Lucia décide de se concentrer sur le problème immédiat de la nourriture, juste au moment où Annie dit doucement qu'elle veut retourner. Choquée, Lucia demande pourquoi Annie voudrait retourner à l'orphelinat après avoir choisi de venir avec elle. Annie pense à elle-même qu'elle ne veut pas retourner. Cette nouvelle vie avec une maman et un bain chaud ressemble à un rêve. Interprétant mal le soupir de Lucia, Annie suppose tristement qu'elle est renvoyée à l'orphelinat pour être inutile. Avec des mots hachés, Annie se dit sale et dit qu'elle ne peut pas rester, ce que Lucia prend pour une plainte concernant la maison. Regardant autour de la pièce en désordre, Lucia prend en compte la supposée plainte de l'enfant et admet que l'endroit n'est pas adapté à un enfant. Quand Annie fond à nouveau en larmes, Lucia panique, se demandant si sa remarque irréfléchie a causé ce désordre. Une empreinte de bottes boueuses sur le sol fait réaliser à Lucia qu'Annie ne traitait pas la maison de sale, mais elle-même. Lucia réalise que la salle de bain est probablement sale à cause de ses propres bottes boueuses.
Paniquée et déconcertée, Lucia réalise sa gaffe, se lamentant que la légendaire bête noire soit impuissante face à un enfant qui pleure. Elle rassure rapidement Annie en lui disant que l'orphelinat n'est pas une option et qu'elles nettoieront la maison ensemble. Lucia dit à la fille que pleurer ne résout rien et lui demande brutalement si elle sait même nettoyer. Annie se souvient des histoires de Mia sur le palais, un paradis où des personnes brillantes vivent sans souci. Elle s'inquiète que si elle ne peut pas faire le ménage, elle ne pourra pas voir sa maman scintillante. Essayant d'être sévère, Lucia lui dit de ne pas pleurer, car cela la fait paraître problématique. L'espoir s'allume dans l'esprit d'Annie. Si elle nettoie bien, peut-être pourra-t-elle rester un peu plus longtemps aux côtés de sa mère. Submergée par le cœur pur de l'enfant, Lucia est frappée par une vague de culpabilité. Annie lève les yeux vers Lucia, avec des yeux grands et pleins d'espoir. Un gros plan montre le visage innocent et expectant d'Annie. Se remémorant des images d'intimidateurs, Lucia confirme que le nom de la fille est Annie, mais déclare qu'elles devront le changer. La petite fille joint ses mains et hoche la tête avec décision, prête pour un nouveau départ. Avec un regard déterminé, Lucia se prépare à donner un nouveau nom à l'enfant. Chut! Lucia fait discrètement signe de se taire, tandis qu'Annie, les yeux écarquillés, jette un œil par-dessus la table du dîner. Soudainement alertée, Lucia saisit son épée, les yeux rivés sur la fenêtre qui commence à s'ouvrir. Alors que des mains apparaissent, elle se prépare intérieurement aux assassins, reconnaissant que ce ne serait pas la première fois qu'elle est ciblée. En un éclair, elle tire son épée, se jetant sur l'intrus avec une intention mortelle. Vlan. Elle plaque un homme aux cheveux argentés au sol, son épée à sa gorge, tandis qu'il crie frénétiquement que c'est lui. L'homme demande si elle ne le reconnaît vraiment pas après 5 ans, tandis qu'une Lucia déconcertée admet que sa mémoire est floue. Il se présente fièrement comme Vernon Ravier, le renard des ombres, un expert en renseignement et l'as de 3e rang des Chevaliers Noirs. Alors que Lucia répète son nom avec hésitation, Vernon pense avec soulagement qu'il a failli avoir besoin de changer de pantalon. Une autre chevalière, une femme rousse nommée Gillian Olivia, fait irruption, choquée de voir une enfant qui ressemble exactement au commandant. Un 3e chevalier, l'as principal Heath, suit, observant silencieusement que l'enfant est minuscule. Gillian et Heath s'émerveillent de la ressemblance frappante entre Lucia et la petite fille tremblante. Les bras croisés, Lucia réprimande ses chevaliers pour être entrée par la fenêtre, comme une putain de chaîne de saucisse au lieu de la porte. Gillian rétorque que Lucia a l'air d'avoir 90 ans, ce qui pousse Lucia à la traiter intérieurement de vieille carne. Lucia concède intérieurement que sa façon archaïque de parler est perceptible et qu'elle devrait probablement y travailler. Gillian soulève Annie, terrifiée, en la taquinant parce qu'elle a trop peur pour faire un bruit. Lucia reprend rapidement l'enfant, demandant sévèrement ce que Gillian fait, tandis que Gillian proteste que sa propre nièce adore ça. Faisant claquer sa langue, Vernon critique Gillian pour avoir mis l'enfant en colère, et déclare qu'il va lui montrer comment faire. Lucia dit « Attendez » alors qu'elle tient l'enfant, qui est soudainement devenue molle et silencieuse dans ses bras. Réalisant que l'enfant s'est évanoui, Lucia se demande si c'est normal, admettant son ignorance totale en matière de parentalité. Les 3 chevaliers s'inquiètent, car la commandante a l'air en colère. Heath dit à Gillian et Vernon de reposer en paix, aux grandes dames de Vernon. Épuisée, Lucia s'effondre sur le lit tandis qu'Annie, maintenant réveillée, se tient au-dessus d'elle. Lucia vérifie la température d'Annie, soulagée qu'il n'y ait pas de fièvre, et raisonnant qu'en tant que sainte, elle est naturellement robuste. Pendant qu'elle dort, l'enfant murmure Lucia, et une Lucia surprise réalise qu'elle a entendu son nom. Un doux sourire se dessine sur le visage de Lucia, touchée par le petit geste. Maintenant réveillée, l'enfant confirme le nom de Lucia avant de commencer à présenter le sien. Lucia caresse doucement la tête de l'enfant endormi, lui donnant le nouveau nom qu'elle a choisi, Nia. Un souvenir révèle une femme en robe blanche et chapeau, identifiée comme Lavinia Cluer. Lucia se souvient de l'accès de colère de l'empereur, se rappelant de s'en tenir à son histoire fabriquée sur les maudites herbes. Recul Vernon tire Gillian en arrière dans un moment de panique soudaine. Les 3 chevaliers sont maintenant à genoux sur le sol, implorant le pardon de leur commandante en guise de punition pour avoir utilisé la fenêtre. Maintenant sur le canapé, Vernon et Gillian se plaignent que Heath bénéficie d'un traitement de faveur, mais Lucia le défend en disant qu'il est jeune. Gillian et Vernon se demandent comment Lucia a élevé un enfant en secret et sans nounou. Face au regard furieux de Lucia, Vernon et Gillian reculent nerveusement en esquissant une danse maladroite, insistant sur le fait qu'ils voulaient seulement dire que ce serait difficile de le faire seul. Lucia déclare fermement qu'elle n'a pas besoin de nounou ni de femme de chambre.
Les chevaliers sont stupéfaits par sa confiance, Vernon pensant à quel point cela peut être difficile d'élever un petit enfant. Gillian éclate d'incrédulité, accusant Lucia de prévoir de tuer l'enfant avant même qu'elle n'atteigne la maternelle. La scène s'attarde sur une table en désordre, soulignant la réalité de leur situation de vie négligée. Vernon brandit un décret manuscrit scellé du blason impérial. Il lit la lettre, réalisant que c'est un ordre direct de l'empereur de se présenter aux casernes d'entraînement. Lucia esquisse un sourire, amusée en privé par la coopération forcée de l'empereur et la situation délicate de ses chevaliers. Vernon et Gillian éclatent en protestation, se lamentant d'avoir attendu 5 ans et d'être fatigués d'être intimidés par d'autres ordres de chevaliers. Ils poursuivent leur tirade, se rappelant comment d'autres chevaliers se moquaient d'eux pendant l'absence de 5 ans de la commandante. En pleurant, Vernon explique que leur soutien a été coupé, qu'ils n'ont pas d'alliés nobles et qu'ils ont immensément lutté. Lucia réfléchit à ses loyaux camarades, Vernon, Gillian et Heath, et réalise qu'ils sont la clé pour faciliter la garde de l'enfant. Faisant signe d'au revoir, Gillian et Heath sortent joyeusement par la fenêtre, laissant de la nourriture derrière eux en partant. Lucia reste seule, un peu abasourdie par leur départ abrupt. Avec un soupir, elle décide qu'elle doit vraiment se débarrasser de cette fenêtre. Rouge et essoufflé, le jeune chevalier Beryl fait irruption, exigeant de savoir pourquoi la commandante a pris un congé parental sans le lui dire. Suite à l'éclat du jeune chevalier, Lucia se tient dans une contemplation silencieuse, son expression illisible. Soudain, un chevalier aux cheveux argentés en uniforme blanc s'avance vers elle, sa présence imposante alors qu'elle l'identifie intérieurement. Il se révèle être Lion Ruin, le formidable commandant des Chevaliers Blancs. Lian domine Lucia, son regard intense, alors qu'il la confronte. Une vague de colère l'envahit, alors qu'il exige furieusement de savoir qui est le père de l'enfant. Une vision de lion devant une grande bannière souligne sa présence puissante et autoritaire. Il répète sa question avec plus de force, pressant Lucia de révéler l'identité du père de l'enfant. Lucia se demande intérieurement pourquoi le commandant Lion inspecte au nom du chancelier, craignant que cela ne complique davantage son congé parental. Elle se souvient du chancelier, un homme aux longs cheveux bleu clair, se souvenant de lui comme d'une nuisance de son passé. L'expression de Lion s'assombrit d'une intention meurtrière alors qu'il jure intérieurement de tuer l'enfant. Ailleurs, Vernon, Gillian et Heath s'éloignent, Vernon notant que Lucia n'ouvrirait jamais la porte, et félicitant Beryl pour leurs 5 années d'endurance. Vernon demande alors si l'enfant est vraiment celui du commandant, mais Gillian rejette immédiatement l'idée comme impossible. Vernon plaisante en disant que Lucia ne touche les hommes que pour leur trancher la gorge, mais Gillian, tout en étant d'accord, admet que l'enfant lui ressemblait beaucoup. Heath dit à Gillian de se calmer, arguant que ce que fait la commandante est son affaire, et Gillian est d'accord, surprise par le cours des événements. En marchant, Vernon observe que leur commandante a changé, un sentiment que Gillian semble partager. Heath continue de marcher avec une expression calme et pensive, perdu dans ses propres souvenirs. Il se souvient de l'image de Lucia tenant protectriquement la petite Nia endormie, reconnaissant son profond désir de protéger l'enfant. De retour dans la maison, Lan réalise que Lucia a toujours été posée dans sa vie passée, mais qu'elle semble différente maintenant. Une légère rougeur teinte les joues de Lion alors qu'il prononce son nom avec un mélange d'émotions. Ses pensées se transforment en colère, alors qu'il se demande pourquoi quelqu'un comme elle serait, avec un homme aussi méprisable. Dans un flashback, le chancelier dit nonchalamment à Lion d'arrêter de le harceler, révélant que le père de l'enfant s'est enfui. Choqué par cette nouvelle, Lion écoute le chancelier affirmer que le père était si pathétique que même le royaume l'a fait fuir. La détermination de Lion se durcit, son visage assombrit alors qu'il canalise son pouvoir, décidé à agir. Il se souvient d'une fois où il a défié Lucia, espérant capter ne serait-ce qu'une parcelle de son intérêt. Le souvenir se termine par sa défaite totale et humiliante de ses mains. Il se souvient avoir juré d'attendre le jour où elle aurait enfin une brèche dans son cœur, qu'il pourrait combler. De retour au présent, Lion observe l'expression troublée de Lucia, voyant l'ouverture qui l'attendait. Tandis que Lucia se retourne pour partir, Lion la regarde s'éloigner, se demandant si c'est sa chance. Dans un moment de confusion totale, une Lucia Chibi ne peut comprendre pourquoi Lion pense que le père de l'enfant la tuerait. La scène passe à une vue paisible du manoir isolé de Lucia dans les bois. Vernon a pris les choses en main, dirigeant Gillian et Heath dans leurs efforts de nettoyage chaotique, tandis que Nia observe avec une attention raptée. Avec un sourire triomphant, Lucia serre le poing, ravie d'avoir créé l'environnement idéal de coparentalité. Pendant ce temps, le jeune chevalier Beryl serre un oreiller en détresse,
murmurant le nom de son capitaine. Vernon et Gillian s'opposent passionnément aux méthodes de Lucia, insistant sur le fait que Nia est une enfant de 5 ans, pas une esclave. Imperturbable, la petite Nia frotte diligemment le sol avec un chiffon, concentrée sur sa tâche. Les yeux pétillants, Nia déclare qu'elle peut le faire toute seule, tandis qu'un Vernon ému renifle, touché par la détermination de la petite enfant. Gillian s'inquiète que la tâche ne parte pas, tandis que Lucia espère secrètement qu'elle ne partira pas, pensant à une dette de 5 milliards. Les 3 chevaliers sont assis, défaits, sur le canapé sous le regard sévère et impassible de Lucia. Lucia sourit, trouvant la situation ennuyeuse, et se disant qu'elle ne fait de toute façon rien de spécial pour ses propres cheveux. Elle repense à sa première rencontre avec If lors d'une mission de soumission de monstres, et à la façon dont il lui a rendu visite chaque mois de mai depuis. Réalisant qu'elle ne lui a jamais offert de cadeau d'anniversaire, Lucia envisage de le faire cette année, bien qu'une note prédise qu'elle l'oubliera à nouveau. Ses pensées sont interrompues par Vernon et Gillian, qui jettent un coup d'œil dans la pièce, se demandant qui sont les nouveaux visiteurs. Un homme en costume annonce que Lord Léon Rouwins lui a envoyé une livraison. Lucia, Is et Gillian sont tous confus par ce nom, s'interrogeant sur le capitaine de l'Ordre Blanc. Tandis que Vernon et Gillian se demandent ce que le capitaine de l'Ordre Blanc aurait pu envoyer, un cri de surprise retentit. Agacée par l'agitation, Lucia s'avance pour voir par elle-même ce qui cause tout ce remue-ménage. Elle s'arrête net, stupéfaite de trouver son entrée débordante d'une quantité extravagante de cadeaux et de fleurs. Tandis que Lucia demande ce que c'est, Vernon et Gillian joignent leurs mains avec des yeux pétillants, déclarant que ce doit être de l'amour. Un homme tend une carte à Lucia qu'elle prend avec une expression confuse. Elle lit le message simple et audacieux de la carte. « Je ne le cacherai plus, et ne peux que penser, c'est quoi ce bordel ?» Lucia craint que Léon, le fils du chancelier conservateur, ne juge ses actions comme immorales. Elle devient méfiante, notant que les vêtements non genrés semblent être un test. De bonnes intentions n'auraient signifié que des robes. La paranoïa s'installe alors que Lucia se demande si tout cela est un complot pour les chasser, elle et Nia. Ces chevaliers, cependant, sont fous de joie, Is s'extasiant devant une petite robe, et Vernon s'émerveillant devant un cher cheval à bascule. Ravi, Vernon brandit une robe, déclarant qu'ils ont enfin des vêtements qui vont à Nia, et il y a 30 tenues au total. Lucia admet en silence que les nouveaux vêtements iront bien mieux à Nia que ses propres tenues improvisées. Ses pensées sont interrompues par une panique soudaine lorsqu'elle réalise que Nia, qui était juste en train de nettoyer, a disparu. Un petit grognement révèle Nia, qui lutte pour porter une pile chancelante de lourdes boîtes cadeaux. Alors qu'une boîte bascule, Lucia se précipite et la rattrape juste à temps, Nia levant les yeux avec surprise. Les larmes aux yeux, Nia explique en pleurant qu'elle voulait seulement aider, pensant qu'elle avait tout gâché. Lucia s'inquiète, réalisant que le souci constant de Nia pour ses mains sales découle de son séjour traumatisant dans le débarras. Une Lucia inquiète observe Nia, pensant qu'elle s'était bien adaptée jusqu'à présent, juste au moment où Heath appelle joyeusement sa petite capitaine. Insensible à l'ambiance, Heath brandit avec enthousiasme une robe à froufrou, demandant à Nia si elle n'est pas jolie. Alors que Heath s'approche avec enthousiasme avec la robe, Nia commence à reculer, secouant la tête en signe de refus. Terrifiée, Nia tremble et refuse de prendre la robe, tandis que Heath insiste innocemment pour qu'elle la porte simplement. Les larmes aux yeux, Nia tient bon, répétant fermement qu'elle ne portera pas la robe. Épuisée, Lucia renvoie ses chevaliers leur disant que l'enfant est fatigué. Elle insiste fermement pour qu'ils partent malgré leurs protestations concernant les cadeaux. La petite fille tremble, expliquant avec peur qu'elle ne peut pas toucher les cadeaux, car cela les rendra inutilisables. Lucia la rassure intérieurement que ce n'est pas vrai, pensant que la seule chose qu'elle pourrait rendre inutilisable est quelque chose qu'elle ramènerait à la vie en tant que sainte. La terreur de Nia devient évidente alors qu'elle marmonne obsessivement à propos de ses gants sales, croyant qu'ils rendent les choses inutilisables. Lucia se souvient de l'arrivée de Nia et de ses gants sales, réalisant que l'enfant est fixé sur ce jour et se demandant quel traumatisme elle porte. Une vision obsédante d'une Nia ensanglantée révèle la profondeur de son traumatisme, tandis que Lucia se demande quelles autres cicatrices elle porte. Avec une nouvelle détermination, Lucia appelle Nia par son nom et lui ordonne fermement d'apporter les gants. La scène se déplace vers une buanderie calme où 2 baignoires en bois ont été préparées. Feignant l'impuissance, Lucia dit à Nia qu'elle ne peut pas faire de bulles et lui demande son aide pour remuer l'eau.
Nia éclabousse dans la baignoire, ravie des bulles, tandis que Lucia sourit et confirme leur succès commun. Lucia suggère ensuite doucement qu'elles essayent de laver les gants ensemble dans l'eau savonneuse. Nia se concentre intensément, lavant soigneusement les gants même qui lui ont causé tant de peur. Lucia ressent une surprenante satisfaction à laver les gants, tandis que Nia lui montre avec enthousiasme un gant propre. Tandis que Nia affiche fièrement les gants étincelants, Lucia, souriante, admet comiquement avoir été vaincue par la mignonnerie de l'enfant. Lucia enlace doucement la petite enfant dans la baignoire, partageant un moment calme et tendre. Rayonnante de pure joie, Nia s'exclame fièrement qu'elle est heureuse d'avoir pu laver quelque chose aujourd'hui. Observant le bonheur de l'enfant, un doux sourire aimant illumine le visage de Lucia. Vue de la fenêtre, Lucia et Nia dorment profondément ensemble dans le lit. Une vision d'un bel ange ailé apparaît, symbolisant la pureté et la grâce. En se réveillant à côté de l'enfant endormi, Lucia se confirme que sa nouvelle vie est merveilleusement réelle. Elle réfléchit à la façon dont elle ne peut plus manier son épée dans la pièce et doit désormais utiliser les terrains d'entraînement. Un souvenir douloureux remonte, celui d'un homme, probablement son père, la traitant avec mépris de monstre. Lucia trouve ironique qu'elle, autrefois traitée de monstre, embrasse maintenant une vie si ordinaire. Remarquant que les cheveux de Nia deviennent longs, elle note mentalement de les lui couper plus tard. En contemplant l'enfant endormi, Lucia pense qu'elle ressemble à un ange paisible. Elle raisonne ensuite que puisque Nia est la sainte, elle est vraiment la chose la plus proche d'un ange, devenant sans le savoir une gardienne dévouée. Vernon interrompt le moment de calme avec une dépêche urgente, s'excusant de l'avoir réveillée mais insistant sur son importance. Vernon explique que c'est une invitation à l'Assemblée générale des chevaliers, un tracas que Lucia suspecte d'être destiné à la harceler pour avoir pris un congé. Elle réalise que, contrairement aux années précédentes, elle ne peut pas ignorer l'Assemblée cette fois-ci et maudit sa situation. La scène se déplace vers le bureau d'administration des chevaliers impériaux, très animé. Le vice-commandant Beryl Altorut réfléchit à son identité et à son ascension diligente dans les rangs des chevaliers noirs. Quand un subordonné lui demande prudemment son retard, Beryl réplique avec colère, demandant s'il doit signaler chacun de ses mouvements. Il défie le chevalier de le signaler comme irresponsable, laissant son subordonné confus par son étrange comportement. Le monologue intérieur de Beryl révèle sa blessure d'être laissé de côté et son plan mal avisé de se rebeller pour que le commandant l'apprécie enfin. Au bureau de l'administration, Beryl interroge un subordonné aux cheveux verdâtres sur le nombre de dépêches, apprenant que l'aide du commandant suprême en est arrivée avec une au début des heures de travail. Dans un flashback chibi, l'aide moustachu remet urgemment la dépêche, soulignant qu'elle nécessite une réponse immédiate. Beryl soupire, notant la difficulté d'obtenir une réponse du commandant, tandis que son subordonné lit à voix haute l'invitation à l'Assemblée générale. Une vague de fureur submerge Beryl lorsqu'il réalise que, alors qu'il était délibérément en retard, une situation critique se déroulait sans lui. La scène passe à un grand couloir vide, avec 2 gardes en faction devant une porte arquée. Les portes s'ouvrent pour révéler Lucia, arrivée pour l'Assemblée dans son uniforme de commandante officielle. Un commandant roux barbu accueille sarcastiquement la commandante Lucia, tandis qu'un commandant à la peau sombre en uniforme jaune est assis à ses côtés. Un aperçu explique les ordres chevaleresques, les froids chevaliers noirs, les fougueux chevaliers rouges qui les combattent souvent, et les secrets chevaliers jaunes qui jalousent la faveur de Lucia auprès de l'empereur. Lucia prend froidement sa place à la table, répondant au salut de l'autre commandant par un simple « Cela fait en effet un moment ». Appuyé sur sa main avec un sourire narquois, le commandant roux demande s'il est vrai qu'elle est en congé parental, trouvant cela difficile à croire. Il rit de manière moqueuse, se demandant si elle a utilisé une ruse pour devenir maître d'épée en 5 ans, tandis que Lucia note intérieurement qu'elle a la mentalité d'une femme de 92 ans. Le commandant roux explose de colère, lui demandant si elle se moque de lui, mais le commandant à la peau sombre lui dit calmement d'arrêter, qualifiant son comportement de honteux. Le commandant en jaune se tourne ensuite vers Lucia, l'avertissant qu'un comité disciplinaire militaire pourrait être convoqué concernant son congé. Lucia note intérieurement son changement de sujet hostile, se disant qu'il a toujours été dérangé par elle à cause de la faveur de l'empereur. Le commandant roux ricane, disant que même le commandant noir, réputé rationnel, joue avec le feu, faisant tressaillir Lucia. Juste à ce moment-là, Lion arrive, sa voix coupant la tension alors qu'il déclare que le commentaire précédent ne peut même pas être qualifié de discours. Avec un léger bruit sourd, Lion tire la chaise juste à côté de celle de Lucia.
Lion s'assied calmement à côté d'une Lucia sans voix, ce qui pousse le commandant Roux à exploser, lui demandant pourquoi il s'assied là et s'il lui fait la leçon. Avec un doux sourire, Lion confirme qu'il le fait, déclarant qu'il lui enseigne quelque chose que l'autre homme a manqué, ce qui ne fait qu'enrager davantage le commandant Roux. Dans une représentation de la table tendue en style chibi, Lucia se demande intérieurement si Lion est assis à côté d'elle, juste pour la surveiller. Lion demande l'avis des autres commandants, mais ses yeux pétillants restent fixés sur Lucia, qui note avec agacement qu'il n'a fait que la regarder. Le commandant en jaune redirige la réunion vers le budget militaire, déclarant qu'ils ont commencé les préparatifs pour obtenir les fonds et les fournitures nécessaires à leurs alliés. La narration explique l'histoire de l'Empire avec la nation de Asnas, libérée du royaume Tirurchan, mais liée par un traité semi-colonial sur les pierres magiques. Lucia questionne intérieurement la sagesse de fournir des biens de consommation courante à Asnas, compte tenu de leur propre pénurie de ressources due à la contamination noire. Haha. Le commandant Roux rit, se moquant de l'idée et affirmant qu'ils mourront de soif avant de profiter des pierres magiques. Un flashback montre des nobles de petites nations, les parvenus, intégrés dans l'Empire, offrant leur fortune. Le commandant en jaune suggère que la prophétie du temple a influencé leurs décisions, ce qui surprend Lucia. Lucia rejette intérieurement les affirmations du temple concernant la sainte et la restauration des morts comme des mensonges, sachant que des documents volés ont prouvé que c'était une fausseté. Elle conclut que c'était une rumeur sans fondement, car même le pouvoir divin du grand prêtre ne pouvait pas raviver la terre contaminée. Elle se souvient qu'avant sa régression, les nobles parvenus qui avaient fait confiance au temple avaient réussi, leur territoire se rétablissant d'abord grâce aux investissements en pierres magiques. Une épée ensanglantée symbolise une purge passée, tandis que la narration explique que ces nobles ont le plus bénéficié du sacrifice de la sainte, leur nouvelle prospérité étant incontestée. Avec leur nouvelle richesse et influence, ils sont devenus la véritable force dirigeante après que le trône ait changé de main, faisant douter Lucia si tout cela n'était qu'une coïncidence. Profondément pensive, Lucia se confirme qu'elle se souvient des noms de ses familles nobles. Le commandant Roux nargue Beryl, fraîchement arrivé, se moquant de son retard et lui demandant s'il cherchait sa mère. Alors que Beryl s'excuse, le commandant tourne son mépris vers Lucia, rabaissant les chevaliers noirs pour servir sous quelqu'un qui vient de calmer un enfant. Il poursuit sa tirade avec un sourire cruel, traitant les chevaliers noirs de rien d'autre qu'un groupe de criminels lâches. Les yeux de Lucia brillent de fureur à l'insulte faite à ses chevaliers. Elle réfléchit que si beaucoup de ces chevaliers venaient de la guilde obscure, ils s'efforcent maintenant de racheter leur réputation en cette ère de paix. Le commandant Roux ricane, disant qu'ils ne sont que des poupées hors du champ de bataille, avant de faire une pause en sentant que quelque chose ne va pas. Un Beryl tremblant défend passionnément la fierté de ses chevaliers, exigeant que le commandant Bengar retire ses mots. UGH soudain, le commandant Bengar est écrasé par une pression immense et invisible, criant sous le choc et la douleur. Beryl tremble, ressentant une soif de sang terrifiante, si puissante, qu'il a l'impression que ses entrailles sont déchirées. Se tenant debout avec un regard furieux, Lucia déchaîne son pouvoir, incitant un Beryl stupéfié à se demander si c'est là le véritable pouvoir d'une maître d'épée. Une voix invisible et autoritaire déclare qu'elle attend avec impatience ce que Bengart accomplira après 6 mois de congé parental, lui retournant son insulte. Lucia lève les yeux sous le choc, tandis que la voix décrète que son commandant adjoint prendra sa place jusque-là. Alors que Bengart reste écrasé sous l'immense pression, la voix déclare « Je compte sur toi ». Dans une autre scène, Heath et Lion se tiennent près d'un carrosse tandis que Heath dit à Lucia qu'il sera de retour dans 1 heure, l'appelant affectueusement « Petite capitaine ». Alors que Heath crie qu'il va juste faire les courses, la petite Nia jette un coup d'œil par la fenêtre pour le voir partir. Nia se tient fièrement au milieu de la pièce, portant l'une des magnifiques nouvelles robes envoyées par Lion. Elle trottine joyeusement vers la grande pile de boîtes cadeaux. Nia tient fièrement une brosse à dents, déclarant que celle-ci lui appartient. Dans le reflet du miroir, Nia rayonne de joie, brandissant sa propre brosse à dents. Avec un immense sourire heureux, Nia explique que Rusha, Lucia, lui a donné le nom. Nia titube dans une autre pièce, tenant soigneusement une assiette et annonçant qu'elle est dans la cuisine. Crac, l'assiette se brise dans les mains de Nia, son expression se transformant en un choc total. Effarée, Nia fixe les 2 moitiés brisées de l'assiette qu'elle tient désormais. Tandis que Lion regarde, Nia, en larmes, brandit les morceaux cassés, demandant impuissante ce qu'elle devrait faire. Submergée par la panique, les larmes montent aux yeux de Nia. Tremblante, Nia se demande en larmes si c'est elle qui l'a cassé avant de penser désespérément non. Ouah. Nia commence à pleurer alors qu'une puissante aura dorée éclate autour d'elle.
Alors que son pouvoir s'embrase, Nia crie qu'elle ne veut pas être expulsée, tandis que Lion observe attentivement. Lion reconnaît son pouvoir divin et ses cheveux noirs comme les qualités exactes de la sainte, réalisant qu'il pourrait l'envoyer au temple et voyager avec le commandant. Alors que l'énergie dorée de Nia explose, Lion lève rapidement la main, conjurant un bouclier bleu pour contenir l'explosion. Lion s'émerveille de son incroyable pouvoir divin, notant qu'il semble pouvoir devenir incontrôlable, tout comme le sien l'a été autrefois. Dans un flashback, Lion se souvient de son père frauduleux, vendant de faux médicaments, et comment ils ont été forcés de se cacher dans les montagnes après avoir été démasqués. Il se souvient quand des monstres sont apparus pour la première fois dans un village de montagne, et comment, enfant, il a utilisé ses pouvoirs contre eux. Son père a exploité les pouvoirs de son fils en tant que mage pour faire fortune grâce aux attaques de monstres. Bien que terrifié, le jeune lion était heureux de finalement se faire des amis, mais quand les monstres ont attaqué à nouveau, les villageois paniqués ont exigé que son fils les sauve tous. Les villageois pointent du doigt le petit garçon d'un air accusateur, criant qu'il doit faire quelque chose immédiatement, ou ils mourront tous. Submergé, le jeune lion invoque une énergie volatile, d'un violet sombre, de sa poitrine. Tremblant sous l'immense pression, il se ressaisit, pensant qu'il doit le faire tandis que la magie noire tourbillonne violemment. Une immense explosion de magie noire éclate, engloutissant la silhouette du village entier. De retour au présent, Lion regarde sa main, se souvenant qu'à la fin, sa magie est devenue incontrôlable. Nia continue de pleurer, tremblante, tandis que son pouvoir doré indompté jaillit autour d'elle. Une main douce se tend, son énergie bleue apaisante calmant l'aura dorée chaotique de Nia. Tandis que Lion contient son pouvoir, il se demande si elle aussi perdra le contrôle, puis lui demande si elle veut rester là. Nia renifle, faisant un petit signe de tête larmoyant et acceptant qu'elle le veuille. TSK. Lion observe son expression insensée, se demandant s'il avait le même air, après avoir perdu le contrôle de son propre pouvoir. Soudain, Nia observe avec étonnement l'assiette brisée dans ses mains briller et se réparer magiquement. Après que Nia a posé l'assiette parfaitement restaurée sur la table, Lian la prévient que l'utilisation de son pouvoir la fera remarquer, et qu'il est préférable de vivre normalement. Lion poursuit son avertissement avec une expression sombre, lui disant que sinon, elle aussi perdra les personnes qu'elle aime, alors qu'il se remémore un ami d'enfance et ses camarades actuels. D'une porte, une joyeuse fille rousse à couette intervient, ce n'est pas si grave. La scène se déplace vers une élégante cour, où Lucia se hâte sur le chemin de pierre. Portant un livre sur la parentalité, Lucia note intérieurement que cela fait un moment qu'elle n'a pas reçu ce genre de regard. Elle lève les yeux de ses pensées, sentant une présence proche. Une foule de dames s'est rassemblée, murmurant et se pâmant devant le lion nouvellement arrivé. En la voyant, Lion se met immédiatement à courir, appelant Lord Lucia. Reprenant son souffle, Lion suppose joyeusement qu'elle est là pour un livre, ce qui fait que Lucia note silencieusement son passage rapide de l'empressement au calme. Lucia clarifie qu'elle cherche un livre de parentalité, et l'expression de Lion change lorsqu'il se souvient qu'elle a un enfant. Alors que Lucia se tourne pour partir, Lion l'interpelle rapidement pour qu'elle attende. Une calèche avance dans une rue de la ville. À l'intérieur, Lucia réfléchit à Lion Ruins, notant que les rumeurs de ses manières impeccables sont vraies, puisqu'il a appelé une calèche pour elle. Elle se souvient ensuite de sa précédente note menaçante, se sentant complètement déconcertée par ses actions contradictoires. Ses pensées reviennent au présent alors qu'elle examine le livre, réalisant que le garçon sur la couverture arrière lui semble familier. La scène passe à une voie navigable scintillante avec un petit bateau. Vue d'en haut, Lucia est aperçue marchant le long d'une jetée de pierres près de plusieurs calèches garées. Un homme aux cheveux roses est assis dans un bateau, entouré d'un groupe de femmes admiratrices. L'homme aux cheveux roses lève les yeux de sa conversation, son attention attirée par quelque chose hors champ. Avec un sourire charmant, l'homme aux cheveux roses salue de la main, appelant que cela fait un moment. La narration souligne la popularité inébranlable de l'homme aux cheveux roses, présenté comme Eren Assir Eldarion, prince héritier de l'Empire Eldarion. Lucia salue formellement le prince héritier Eren, tandis qu'une voix hors champ qualifie leur rencontre de destinée. Lucia oppose sa popularité auprès des jeunes dames à l'attrait plus large de Lian. Dans un échange style chibi, Lucia tente de partir, mais le prince héritier lui demande d'attendre. Il lui présente un hochet de bébé en guise de félicitations pour avoir atteint le rang de maître d'épée, la laissant complètement déconcertée. Le prince héritier Eren tient le hochet avec un sourire confiant et entendu. Lucia frissonne intérieurement, se demandant s'il se moque d'elle,
tandis que des dames à proximité chuchotent à propos de la commandante qui serait en congé parental. Eren feint la surprise, en faisant remarquer qu'il ne savait pas que la commandante avait un enfant. Agacée, Lucia le congédie et se tourne pour partir, mais il l'interpelle rapidement pour lui demander d'attendre. Ayant l'air soudainement troublé, Eren insiste sur le fait qu'il a quelque chose d'autre à dire. Lucia s'éloigne d'un pas déterminé, ignorant le prince et son entourage obséquieux. Les dames de sa compagnie halètent, chuchotant sous le choc du mépris flagrant de Lucia pour le prince. Les commérages d'une spectatrice sur le père non révélé de l'enfant attirent l'attention de Lucia, la faisant regarder en arrière. Lucia réfléchit intérieurement à son passé, se souvenant qu'elle a rencontré le prince héritier pour la première fois en tant qu'escorte désignée alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle observe que même après 5 ans, son expression distante et indifférente reste complètement inchangée. Alors que Lucia admet que son cœur s'emballe toujours, les dames environnantes bavardent sur les intentions du prince et sa formidable réputation de chevalier féminin. Les dames spéculent sur une romance passée d'il y a 5 ans, mais Lucia les écarte intérieurement comme étant trop jeunes pour se fâcher. Décidant qu'elle ne peut pas laisser passer ça, Lucia s'approche du groupe, ce qui pousse l'une des dames à menacer de le dire à son père. Avec un sourire narquois, Lucia déclare qu'elle ne révélera jamais l'identité du père, ajoutant de manière provocante qu'elle a partagé ses nuits avec bien trop d'hommes pour en désigner un seul. Alors que le prince et ses compagnons réagissent avec choc, Lucia ajoute que sur le champ de bataille, elle n'a jamais fait de distinction entre hommes et femmes. Eren se détourne, rougissant furieusement alors qu'il commence à transpirer. D'un mouvement du doigt, Lucia projette une goutte de sang sur la joue du prince, provoquant l'exclamation alarmée de quelqu'un qui crie son titre. Tandis que ses serviteurs se précipitent à ses côtés, Lucia s'excuse froidement pour le sang sur son col, notant qu'il devrait plutôt se préoccuper de son propre saignement de nez. Eren se penche et lui demande doucement si elle sait ce qui se trouve le plus près de ses terrains d'entraînement. Il révèle que ce n'est autre que sa propre résidence, le palais du prince héritier. Dans un flashback, Eren confesse que la regarder s'entraîner depuis sa fenêtre fait partie de sa routine quotidienne. Il explique qu'elle savait qu'elle n'était pas enceinte car il l'observait constamment et n'a jamais vu de ventre gonflé, tandis qu'un souvenir la montre s'entraîner férocement. Heya. Le flashback continue, montrant le regard intense d'Eren alors qu'il l'observe à travers la fenêtre. De retour au présent, Eren sourit chaleureusement et lui tend la main. Il la qualifie de personne magnifique tandis que son nez saigne, et un serviteur crie son titre avec inquiétude. La scène se déroule à l'extérieur d'une demeure imposante. S'éloignant, Lucia a du mal à comprendre le désir de rapprochement du prince, se souvenant qu'il parlait à peine avant sa régression. Elle se souvient qu'il est mort jeune dans sa vie passée, ce qui rend ses affirmations actuelles de l'observer quotidiennement et de s'interroger sur son enfant d'autant plus déroutantes. Le hennissement d'un cheval sort Lucia de ses pensées alors qu'elle se résout à faire confiance à la promesse du prince de garder son secret pour l'instant. Une agitation éclate à l'intérieur alors qu'une voix implore de l'aide. Une fille rousse, Yvonne, monte un béret fatigué et le réprimande pour avoir parlé comme un animal. Une chevalière rousse tire la tresse d'Yvonne, la réprimandant pour son comportement envers la commandante. Aïe! La chevalière, Giliana, présente la faiseuse de troubles comme sa nièce, Yvonne, qu'elle garde pendant un événement familial. Lucia se souvient que la famille de Giliana est dans la restauration et accepte l'explication avant de demander Nia. Une lueur d'inquiétude traverse le visage de Lucia alors qu'elle cherche sa fille. Yvonne déclare joyeusement que Nia n'est pas là, juste au moment où une paire de petites jambes tremblantes est visible sous une table à proximité. Une Nia effrayée et les yeux embués de larmes jette un coup d'œil depuis sa cachette sous la table. Nia se précipite dehors, pleurant en serrant désespérément la jambe de Lucia. Tandis que Nia supplie de ne pas être laissée, Yvonne la plaque joyeusement dans un câlin, criant qu'elle l'a trouvée. Lucia pose calmement une main sur la tête de Nia, déclarant qu'elle est la mère de l'enfant. Un silence gênant s'installe dans la pièce, tandis que les chevaliers et Yvonne la fixent. Yvonne rompt le silence, traitant Lucia de menteuse, mais Giliana chuchote rapidement une menace à sa nièce pour la faire taire. Aussitôt composée, Yvonne fait une révérence polie et se présente comme la deuxième fille de la baronnie de Berna. Senna. Yvonne demande si Nia n'a Dieu que pour sa maman, mais Nia répond doucement qu'elle aime Lucia. Choquée, Yvonne se penche et demande pourquoi Nia l'appelle Lucia au lieu de maman. Une atmosphère sombre et lourde descend alors qu'une voix désincarnée demande à Nia pourquoi elle n'utilise que le nom de sa mère, terrifiant la petite fille. Avec une expression fatiguée, Lucia pense « Oh merde,
tout en s'excusant intérieurement à plusieurs reprises. La pièce se tait tandis qu'Yvonne, Nia, Giuliana et Lion fixent Lucia avec des degrés variés de choc et de confusion. Alors que la question d'Yvonne, pourquoi Nia ne l'appelle pas « maman » plane dans l'air, Lucia panique intérieurement, réalisant que ce jour est enfin arrivé et qu'elle n'a aucune idée de comment l'expliquer. Submergée par la pression soudaine, les larmes montent aux yeux de Nia et elle commence à pleurer. Lucia baisse les yeux avec une expression de douleur, ne pouvant offrir qu'une simple excuse. Un flashback révèle la dure vie de Nia dans un orphelinat, où elle a appris que tout ce qu'elle aimait lui serait enlevé. La narration explique que les jouets de Nia, son oreiller et même sa brosse à dents, sont toutes des choses qu'elle est terrifiée d'admettre qu'elle aime. Le flashback se termine sur une jeune Nia en pleurs, révélant qu'elle n'a même jamais appris à partager le bonheur avec les autres. Yvonne confronte Nia avec colère, lui demandant si Lucia la frappe chaque fois qu'elle dit « maman ». Terrifiée par l'accusation, Nia court en pleurant vers Lucia, tandis qu'Yvonne crie que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Lucia observe avec inquiétude, appelant la Nia en larmes qui tend la main vers elle. Tenant une Yvonne agitée, Giuliana réprimande sa nièce, expliquant que Nia aime tellement sa mère que prononcer ce mot lui fait mal au cœur. Lucia écoute, prise de court. Lucia est émue par la révélation, se demandant si Nia évite de l'appeler « maman » parce qu'elle l'aime à ce point. La scène se déplace vers une journée ensoleillée, où Nia et Yvonne profitent d'un goûter sur une couverture de pique-nique. Yvonne instruit Nia sur l'étiquette appropriée pour boire le thé, lui montrant qu'elle doit lever son petit doigt. Riant de joie, Yvonne s'affale sur la couverture, s'exclamant que c'est le meilleur et que sa mère ne lui achète jamais de jouets aussi amusants. Nia suggère timidement qu'elle doit d'abord demander la permission, mais une voix enthousiaste hors champ propose de le faire pour elle. À distance, Lucia fait un signe de la main doux et joyeux aux enfants. Une conversation hors champ se déroule, une personne notant la nouvelle franchise de Lucia, tandis qu'une autre demande une définition de son attitude habituelle, raide comme un piquet. Yvonne attire l'attention de Nia avec enthousiasme, pointant quelque chose dans la cour. L'objet de son excitation est une petite maisonnette de jeu, révélée être l'un des cadeaux de Lion. Yvonne rayonne, disant à une Nia hébétée que jouer dans la nouvelle maison sera merveilleux. Alors qu'un souvenir de Lion jouant avec Nia apparaît, Nia pense qu'elle veut juste être normale comme Yvonne, riant et jouant avec des amis. Un sombre souvenir de l'orphelinat refait surface, où des intimidateurs se moquent de Nia parce qu'elle est obéissante et pas amusante à embêter. Yvonne capte de nouveau l'attention de Nia, la pointant du doigt alors qu'elle se prépare à dire autre chose. Avec un geste théâtral, Yvonne tend ses mains vides, déclarant qu'elle a un problème, elle n'a plus d'argent de poche. Une Nia Chibi semble confuse à propos de l'argent de poche, tandis qu'une Yvonne Chibi explique la règle de sa mère de ne pas demander de faveur gratuitement. Yvonne se penche fièrement, déclarant que Nia est sa première amie intime. Les yeux de Nia s'écarquillent et brillent d'inspiration aux mots d'Yvonne. Assise parmi les fleurs, Yvonne se plaint que son frère et César s'ennuient trop vite, rejetant tous les garçons comme inutiles. Yvonne serre les poings avec détermination, commençant à faire une promesse en jurant sur son nom. Nia baisse les yeux, abattue, admettant qu'elle a essayé de faire quelque chose seule mais que ça n'a pas marché. Yvonne ronchonne, à propos de sa mère, se plaignant que lorsqu'elle se dispute, sa mère va droit à sa tempe, bien qu'elle prétende l'aimer plus que son frère. Yvonne encourage Nia à essayer de dire « Mama à Tilde », mais Nia semble juste confuse. Yvonne s'inquiète que la réticence de Nia soit un énorme problème, se demandant comment elle se mariera un jour, ou même pétrira la pâte, ce qui envoie Nia dans une panique hurlante. « Waouh, qu'est-ce que je fais ?» Lucia et Lion sont assis à une table en extérieur, tandis que le chevalier roux Bérel leur sert le dessert. À distance, le son des rires joyeux des filles s'élève de leur couverture de pique-nique. Lucia sirote sa boisson, une seule larme de compréhension roulant sur sa joue, tandis qu'elle comprend enfin le dicton sur les enfants qui pleurent un instant, et rit le suivant. Pendant que Bérel sert le dessert, il remarque qu'Yvonne a l'énergie d'un général et demande si Giuliana était similaire enfant avant d'annoncer l'heure du dessert. Un flashback montre Lion découvrant la magie persistante d'un sort de téléportation dans le dortoir, qu'il identifie comme étant celui de Is. De retour au présent, Lion observe Lucia, se demandant avec anxiété si elle a découvert son plan d'envoyer Nia au temple. Confus par le comportement calme de Lucia, Lion se demande pourquoi elle n'est pas en colère ou déçue, admettant qu'il a toujours été jaloux de l'affection qu'elle montrait à Nia. Les pensées de Lion vagabondent, tandis qu'il est assis avec Lucia,
se demandant ce qui se passerait s'il disparaissait. Dans le jardin tranquille, Lion continue de contempler l'idée de disparaître. Lion demande à Lucia s'il y a un endroit où elle aimerait aller, puis médite tranquillement sur l'idée de disparaître complètement lui-même. Lucia sourit d'un air entendu et dit doucement « Heath, je te l'ai dit !» Dans un flashback sur un champ de bataille, un Heath plus jeune et en armure, qui ressemble à Lion, demande à Lucia si elle l'a trouvé juste pour l'utiliser. Lucia confirme le soupçon de Heath avec un sourire chaleureux, déclarant qu'elle compte l'utiliser pour la vie, car elle est en train de former un ordre de chevaliers. Tendant la main, Lucia sourit et dit à Heath de venir avec elle, même si ce n'est que pour faire un peu de ménage. De retour au présent, Lion baisse tristement les yeux, se souvenant que Lucia a toujours été comme ça, faisant semblant de ne pas remarquer sa magie devenir incontrôlable avec un mensonge évident. Lion se souvient que Lucia ne lui avait jamais demandé que des outils simples et non magiques. Il médite que malgré tout elle a toujours été la même personne. Alors que Beryl sert avec enthousiasme le dessert à un Lion stoïque et une Lucia calme, il demande « Vraiment ?» Tiens, un silence gênant plane sur le trio alors qu'ils sont assis à leur table en plein air. Beryl affronte Lucia, troublée, en lui demandant comment elle peut être si insouciante. Il se plaint de la concurrence féroce pour les admissions en maternelle, craignant qu'il ne manque le coche. Alors que Beryl note qu'Yvonne a déjà eu son entretien, une Lucia stressée rit nerveusement, réalisant qu'elle est une mère débutante qui ne connaît rien à l'éducation. La scène se déplace vers la grande académie Eldarion, où les royaux et les nobles envoient leurs enfants avant leur début. Lucia contemple le fait qu'elle n'a jamais voulu une vie très médiatisée pour Nia, tandis que les pensées d'un observateur qualifient l'enfant de spécial et Lucia de sotte ignorante. Debout dans un champ, une Yvonne a l'air déterminée et une Nia rougissante se font face. De retour à table, Lucia dit rapidement à Nia de faire quelque chose, et Nia accepte nerveusement, tandis que Lucia regarde avec confusion. Nia court soudainement vers Lucia qui demande ce qui se passe. Dans un moment tendre, Nia murmure à l'oreille de Lucia tandis que sa mère écoute attentivement. Nia enfouit timidement son visage dans le flanc de Lucia, tandis que sa mère baisse les yeux dans un silence stupéfait. De loin, Yvonne encourage Nia, criant qu'elle fait un travail incroyable. Submergée par l'émotion, Lucia réalise avec un choc que Nia vient de l'appeler « maman ». Toujours sous le choc, elle se demande intérieurement si ce sentiment accablant est une partie normale de la maternité. Lucia réfléchit à sa décision d'élever Nia, une sainte, comme une enfant ordinaire afin de lui épargner une enfance solitaire comme la sienne. La scène passe à une réunion de conseil tendue où un point frappe la table alors qu'un noble insiste qu'ils ne peuvent laisser passer un problème. Le comte Randor soutient que l'absence de Lucia pendant 5 ans pour un enfant constitue un manquement au devoir. D'autres fonctionnaires sont bruyamment d'accord, remettant en question son congé parental et faisant appel à sa majesté. L'empereur aux cheveux blonds demande avec lassitude si la situation du capitaine Lucia est comparable au cas de l'autre fonctionnaire. Rejetant la loi de négligence, l'empereur leur rappelle l'immense bénéfice qu'une maître d'épée comme Lucia apporte au pays. L'empereur pivote, demandant pourquoi les mêmes vieux visages assistent à chaque réunion, et un fonctionnaire explique que la nouvelle noblesse n'est pas préparée. Une aura dramatique entoure l'empereur alors qu'il déclare « Alors ». Deux nobles chuchotent, se demandant si l'empereur continuera à protéger Lucia et la laissera sans discipline. Une bulle de pensée s'adresse au comte Randor, tandis qu'un homme aux cheveux blancs, avec un monocle, observe. L'homme est identifié comme Fémirine Luwins, le premier ministre de l'Empire Eldarion. Le premier ministre suggère froidement de punir Lucia comme demandé, puis défie le comte Randor de trouver un nouveau maître d'épée si elle s'exile en colère. Abasourdi et silencieux, le comte Randor se demande à haute voix pourquoi tout le monde pense que Lucia a agi avec tant d'arrogance. Il l'accuse furieusement de mépriser les vrais contributeurs de l'Empire en raison de son talent en tant que femme. Une voix hors champ déclare que Lucia est arrogante parce qu'elle peut l'être, alors qu'elle se tient prête au combat, rayonnant de puissance. Un homme identifié comme le duc Anton Kilgis demande avec suffisance si le fils de quelqu'un convoite le poste de capitaine. Le duc sourit, notant que, comme ils l'ont dit, Lucia est bien une chevalière. Il conclut qu'elle est une arme tranchante et dangereuse qui nécessite un manieur. La scène passe au terrain ensoleillé de la maternelle affiliée à l'Académie Eldarion. Une femme blonde en robe orange marche dans un couloir tandis que 2 autres femmes la regardent. Les observatrices bavardent, identifiant la nouvelle enseignante comme la fille du comte Tangst, dont la famille est profondément endettée. L'enseignante blonde les entend et sourit, jurant d'enseigner une leçon un jour à ces commères inutiles.
S'approchant d'une porte, elle décide que même si sa famille est tombée, son but ici est clair. Elle serre les poings avec détermination, prévoyant de se présenter comme brillante, gentille et douée avec les enfants. En ouvrant la porte, elle prévoit d'ajouter « capable de soutien avisé » à sa liste de qualités, jurant de réussir et de se venger. La femme arbore un sourire éclatant et joyeux en entrant dans la pièce. Après avoir salué la « dame marquise », elle se corrige rapidement, s'excusant auprès de la directrice. La directrice Norgia Ponteluwens, qui est aussi la mère de Léon Luwens, l'accueille formellement. La directrice rêve de son fils, Léon, entouré d'une cascade de roses et blanches. Une narration explique la nature recluse de Léon, notant qu'il n'a jamais fréquenté l'académie ni les événements sociaux, mais elle laisse entendre un problème plus grand. Le vrai problème est révélé. Léon Luwens a jeté son dévolu sur le monstre noir, Lucia. Alors que les rumeurs de l'intérêt de l'Ayan se répandent, une femme nommée Émilie réalise qu'elle a un grave problème. Terrifiée, Émilie se souvient qu'elle avait gravement harcelé Lucia à l'académie et craint maintenant ce que Léon fera s'il le découvre. La directrice, Norgia, félicite joyeusement Émilie d'avoir réussi l'entretien, pensant que la première étape est de gagner la confiance de la mère de Léon. Une Émilie triomphante réfléchit aux 5 années interminables d'examen qu'elle a endurées pour enfin entrer dans cette maternelle. Émilie rêve d'épouser un homme aux cheveux blancs, tandis que sa mère bénit leur union, jurant de gagner le cœur de sa future belle-mère et d'assurer le mariage. La directrice annonce l'arrivée du parent suivant, mais alors qu'Émilie les accueille avec empressement, elle se fiche d'horreur, poussant un cri tandis que Lucia et Nia entrent. Émilie panique intérieurement, choquée de voir la commandante Lucia le monstre noir, ici avec un enfant qui est son sosie. La scène passe à une vue lumineuse et ensoleillée du grand bâtiment de l'académie. À l'intérieur, un couloir animé est rempli de mères et de leurs enfants se dirigeant vers leurs entretiens. Un gros plan montre les talons élégants mais inconfortables de Lucia claquant sur le sol poli. Lucia rougit d'embarras, son pied tremblant légèrement dans les chaussures inconnues. Lucia se plaint intérieurement de n'avoir porté ses vêtements que parce que son escouade l'a suppliée de s'habiller comme une adorable père-mère-fille et lui a interdit son uniforme. Un observateur pense que Nia a l'air plutôt effrayée, tandis que la petite fille observe nerveusement son nouvel environnement. Alors qu'une Nia pâle observe avec anxiété, l'observateur se demande si elle est simplement dépassée par cet endroit inconnu. La scène parcourt une grande salle d'attente où diverses familles nobles sont assises et attendent. Tenant un ticket, Lucia note que leur numéro est le 133 et estime qu'il leur reste moins d'1 heure à attendre. Lucia soupire de soulagement qu'ils utilisent des numéros, réalisant que l'appeler par son nom aurait provoqué un chaos total. D'un regard doux, Lucia tourne son attention vers Nia. Lucia s'inquiète pour Nia, qui a été nerveuse toute la matinée, probablement parce que c'est sa première fois dans une foule. Lucia réfléchit au passé solitaire de Nia dans les orphelinats, décidant qu'elle veut que Nia vive une vie entourée de gens et d'amis. Elle espère que même après que Nia se soit éveillée en tant que sainte, elle pourra toujours avoir une enfance normale. Pour que cela se produise, Lucia croit que Nia doit s'habituer à ce genre de monde, la regardant assise timidement dans la salle d'attente. La détermination de Lucia vacille, alors qu'elle se demande si elle ne fait que projeter ses propres regrets sur l'enfant. Alors qu'elle se demande si Nia veut même être normale, une voix appelle le parent numéro 133, la surprenant. Voyant la terreur de Nia, Lucia lui dit doucement qu'elle n'est pas obligée d'aller à la maternelle si c'est trop difficile. Lucia dit à une Nia stupéfaite qu'elle va annuler l'entretien et lui demande d'attendre. Avec des mains agitées, Nia se demande pourquoi sa mère annulerait juste à cause d'elle. Nia décide que ne pas y aller est bien, mais admet qu'être entourée de tant de gens est toujours effrayant. En entendant une mère vanter comment la maternelle aide avec son enfant énergique, une Nia confuse incline la tête. Une autre mère rit, ajoutant qu'envoyer ses 3 garçons chaotiques à l'école est une question de survie. Une horrible réalisation frappe Nia. Si elle n'y va pas, Lucia ne pourra pas s'occuper d'elle. Lucia revient de sa tentative d'annulation, demandant si elle a fait attendre Nia. Au moment où Lucia commence à expliquer que l'annulation était difficile, Nia l'interrompt d'un cri retentissant, déclarant qu'elle ira. Surprenant tout le monde dans la pièce, Nia crie de toutes ses forces qu'elle ira à la maternelle. Une Lucia perplexe fixe, complètement déconcertée par le changement d'avis soudain et dramatique de Nia. Et ainsi, le duo mère-fille s'assoit maladroitement pour l'entretien qu'elles ont failli manquer. La directrice exprime son envie que Lucia est une fille, ce qui provoque un remerciement maladroit de Lucia, qui n'arrive pas à croire qu'elle est réellement là. Les yeux de Lucia se plissent tandis qu'elle jette un coup d'œil de côté, agacée par la femme étrange qui les observe.
Lucia se souvient avoir entendu que la femme est une diplômée de l'académie de son âge, juste au moment où Émilie tremble de façon incontrôlable à proximité. Lucia observe l'enseignante, ne comprenant pas pourquoi elle tremble si violemment. La directrice s'adresse à la tremblante mademoiselle Émilie, lui suggérant poliment de sortir, et Émilie s'excuse hâtivement. Tandis qu'Émilie s'enfuit, Lucia admet ne pas la reconnaître, considérant son propre passage à l'académie comme un souvenir lointain et oubliable. Trouvant la sortie soudaine de l'enseignante suspecte, Lucia décide de surveiller la situation, tandis que la directrice sourit en connaissance de cause. La directrice tourne sa douce attention vers Nia, lui demandant gentiment si elle a une raison de vouloir fréquenter la maternelle. Une Nia nerveuse reste silencieuse, tremblant sur son siège. Lucia intervient, déclarant qu'elle ne sait pas encore comment fonctionne la maternelle. Lucia pense que la directrice est telle que ses livres sur l'éducation l'ont décrite. Réaliste, contrairement à ceux qui peignent une image gracieuse et sans effort. Ses pensées se poursuivent, se rappelant comment les livres de la directrice révélaient le côté désordonné et réel de l'éducation d'un enfant. Elle se souvient de la métaphore du livre, un cygne qui semble gracieux au-dessus de l'eau, mais qui s'agite frénétiquement en dessous juste pour rester à flot. La directrice sourit en connaissance de cause derrière son bureau, dans un bureau rempli de livres. Coupant les pensées de Lucia, la directrice demande astucieusement si Lucia était celle qui ne voulait pas réellement venir ici aujourd'hui. Lucia regarde sa fille, son nom une question silencieuse sur ses lèvres. Une larme monte aux yeux de Nia tandis qu'elle tremble de peur sur sa chaise. Nia lève les yeux, grand et surpris, sa peur momentanément oubliée. Nia admet hésitamment qu'elle veut Ivan. La directrice sourit gentiment, disant que c'est merveilleux, et rassurant Nia qu'elle puisse toujours offrir un cadeau à sa mère chaque jour, même sans assister au cours. Une minuscule Nia lève les yeux vers une Lucia surprise, et l'appelle doucement maman. Lucia hoche la tête, un petit signe de compréhension. Le visage de Nia s'illumine d'espoir sur un fond de lys, tandis qu'elle demande si c'est vraiment acceptable. La directrice encourage Nia depuis son bureau, lui disant qu'elle peut parler autant qu'elle le souhaite. Tandis que Lucia observe, une phrase du livre de la directrice lui vient à l'esprit. Elle se souvient de la métaphore du livre, le cœur d'un enfant est un coffre au trésor d'histoire, ayant juste besoin de quelqu'un pour lui donner le courage de parler. L'entretien terminé, Lucia guide une Nia beaucoup plus confiante hors du bureau, la tenant par la main. La directrice annonce soudainement que Nia a réussi, surprenant Lucia. Lucia se retourne, remettant en question la décision immédiate alors que les résultats devaient arriver dans un mois. La directrice tapote chaleureusement la tête de Nia, déclarant que si une enfant aussi adorable que Nia n'est pas acceptée, alors personne ne devrait l'être. L'expression de la directrice devient malicieuse alors qu'elle admet avoir ses propres raisons, piquant la curiosité de Lucia. Se penchant, la directrice chuchote conspiratoirement que son stupide fils semble causer des problèmes à Lucia. Lucia fait le lien, réalisant que la directrice est au courant des dons de Léon, mais respecte ses choix, même si elle les trouve insensés. La directrice leur fait joyeusement ses adieux, laissant Lucia complètement perplexe face à cette conversation énigmatique. La scène se déplace vers une rue animée et lumineuse de la ville. À l'intérieur d'une boutique de vêtements, une femme joyeuse en robe rose les accueille à la boutique Goosebon Closet. La vendeuse conduit avec enthousiasme Lucia et Nia, désormais vêtues d'une robe jaune, plus loin dans le magasin. La vendeuse demande si elles sont là pour un essayage d'uniforme, tandis que Lucia réfléchit à la rapidité avec laquelle la cérémonie d'entrée approche. Une narration explique que l'Académie Eldarion et son jardin d'enfants ont été créés comme une façade pour apaiser les tensions politiques après l'expansion de l'Empire. La vendeuse complimente les cheveux brillants et magnifiquement tressés de Nia. Nia annonce fièrement que c'est Vernon, le majordome, qui l'a fait, tandis qu'un petit chibi d'un garçon aux cheveux blancs se demande si quelqu'un parle de lui. Lucia remarque à quel point Nia est devenue plus bavarde depuis l'entretien et demande à la vendeuse le temps d'attente. La vendeuse l'informe qu'il y a un client avant elle, et Lucia accepte d'attendre. Lucia et Nia s'installent sur un grand canapé dans la salle d'attente. Une assiette de biscuits assortis leur est présentée, attirant leur attention. Nia contemple avec admiration les adorables biscuits en forme d'animaux sur l'assiette. Lucia soupire, notant intérieurement que Nia a récemment développé 2 mauvaises habitudes. Elle déplore que l'aide de Nia pour les tâches ménagères écorce les parquets, mais elle laisse faire, craignant que Nia ne menace de retourner à l'orphelinat. Nia continue de fixer intensément les biscuits, inconsciente des préoccupations de sa mère. Lucia s'inquiète de l'autre habitude de Nia, être trop timide, craignant que d'autres enfants ne lui prennent tout à la maternelle.
Exaspérée, Lucia s'affale, se demandant si tout perdre est le destin d'un saint, complètement inconsciente d'être une mère affectueuse. Essayant une nouvelle approche, Lucia commente à quel point les biscuits ont l'air délicieux, décrivant leur extérieur croustillant et leur intérieur moelleux. Alors que Lucia demande « N'est-ce pas ?», l'excitation de Nia se manifeste par une adorable queue de chiot qui remue. Les biscuits animaux sont imaginés luisants de miel et entourés de fruits frais. Lucia sourit avec satisfaction, observant la réaction adorable de Nia. Nia admet timidement qu'elle aime les biscuits, tandis que Lucia l'incite intérieurement à être plus affirmée et à dire qu'elle veut les manger. Une voix surprise s'écrie soudainement « Capitaine Lucia ?» tirant Lucia de ses pensées. Une femme en robe verte, accompagnée d'un petit garçon aux cheveux bruns, leur fait signe de l'autre bout de la pièce. Lucia reconnaît la femme comme Marien, la sœur aînée de l'un de ses subordonnés, Berle. Le garçon se présente poliment comme César Chaplet et remercie Lucia de lui avoir permis de rester avec son frère pendant son enfance. Marien explique avec gratitude qu'après que Lucia ait parlé à Lord Léon, une politique de congé parental a été introduite. Et elle et César remercient à nouveau Lucia. Émue par l'éloquence du garçon, Lucia sourit chaleureusement et salue César. Réalisant qu'elle a négligé les leçons d'étiquette de sa fille, Lucia présente une timide Nia, qui se cache derrière sa jupe. Marien halète et Lucia panique intérieurement, se souvenant qu'il est impoli d'utiliser uniquement les prénoms parmi les nobles. Marien, cependant, est simplement ravi de voir les enfants ensemble, les couvrant d'éloges. Marien réfléchit que si César est calme, elle espérait un enfant vif, se souvenant d'une fille particulièrement extraordinaire de son passé qui maniait une épée en bois. Les pensées de Marien s'égarent, elle soupçonne soudainement que le nom de cette fille maniant l'épée était Ivane. Marien offre gentiment un panier de bonbons, leur disant d'en prendre 2. Marien se souvient d'une jeune fille stoïque nommée Ivane, se demandant pourquoi l'enfant, autrefois friande de friandises, semblait soudain si mature. Le souvenir se poursuit, Ivane résolvant de donner son bonbon à sa sœur cadette, réalisant que la petite Lucia n'en avait jamais eu auparavant. Alors que Marien termine son histoire, Nia tire sur sa robe, déclenchant un souvenir du passé. Les yeux de Nia pétillent d'émerveillement alors qu'elle écoute attentivement. Lucia fait le lien, se demandant si Nia, comme Ivane dans l'histoire, n'était intéressée par les biscuits que pour les lui offrir. Paniquée, Lucia imagine des spectateurs mal interprétant la situation, louant le sacrifice de Nia tout en la jugeant comme une mère cruelle. Alors que Nia s'approche en titubant, Lucia soupire de regret, comprenant qu'elle doit être plus prudente avec ses mots près de l'enfant. Rayonnante de fierté, Nia présente joyeusement l'assiette de biscuits en forme d'animaux. Nia offre un biscuit à Lucia, enchantant Marien et les autres spectateurs. Profondément touchée par le geste simple et désintéressé de Nia, Lucia ne peut s'empêcher de sourire. Leur essayage terminé, Lucia et Nia quittent la boutique main dans la main. En marchant, Lucia passe mentalement en revue sa liste de fournitures scolaires, espérant n'avoir rien oublié. Soudain, les instincts de Lucia s'éveillent alors qu'elle a la nette impression d'être observée. Son esprit s'emballe, évaluant la menace des pickpockets et constatant que la rue bondée la place dans une position tactique désavantageuse. Elle craint que Nia ne la gêne lors d'une confrontation, mais elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle décide que leur meilleure ligne de conduite est de se diriger vers une zone moins fréquentée. Délibérément, Lucia conduit Nia hors de la rue principale et dans une ruelle étroite et vide. Elle s'arrête au fond de la ruelle et Lucia se tourne, prête à faire face à quiconque les suit. Avec une expression sombre, Lucia demande sévèrement à ses poursuivants de se révéler. Alors que 2 figures encapuchées apparaissent, Lucia remarque leur petite taille, en déduisant qu'il s'agit d'enfants issus de l'un des notoires gangs des bidonvilles de la capitale. Quand l'un des enfants réclame ses affaires, la première pensée de Lucia est la pitié pour leur situation avant qu'elle ne se reconcentre sur la menace immédiate. Lucia leur offre calmement 5 pièces d'or, pensant qu'un mois de nourriture devrait suffire pour les faire partir paisiblement. Les enfants se moquent de son offre, la jugeant insuffisante et chargent en avant, surprenant Lucia par leur absence de peur. Sa patience à bout, la main de Lucia crépite d'un vortex d'énergie sombre et puissante. Les yeux brillant de manière menaçante, Lucia décide qu'une petite intimidation magique s'impose. Les enfants reculent, saisis d'une terreur absolue, hurlant à l'aide en réalisant qu'elle est une mage. Alors que les enfants s'enfuient terrorisés, Lucia réfléchit avec sympathie à la désespoir qui a dû les pousser à une vie de crime. La ruelle est de nouveau silencieuse, mais Lucia garde un goût amer de toute cette épreuve.
Son moment de réflexion est interrompu par une réalisation soudaine et déconcertante. Se retournant brusquement, elle trouve la ruelle vide et appelle avec alarme. Nia? Ailleurs, une fille rousse encapuchée halète. Grande sœur Mia. Tandis que sa compagne demande ce qui ne va pas avec un autre enfant. Une Nia terrifiée se tient devant eux, tandis que l'un des voleurs la reconnaît comme l'enfant qui était avec la mage. Quand un membre du gang lorgne les vêtements coûteux de Nia, Mia la rousse intervient rapidement, les avertissant de ne pas toucher la fille qu'elle prétend connaître. Rejetant la préoccupation d'un subordonné de rentrer les mains vides, Mia affirme son autorité, leur disant de partir pour qu'elle puisse parler seule à l'enfant. Son gang est s'apostrophe. Mia abaisse sa capuche, révélant son visage et appelant doucement un nom familier, Annie. Mia réprimande la jeune fille, désormais identifiée comme Annie, lui demandant pourquoi elle la suivrait si follement dans une ruelle aussi dangereuse. Les pensées de Mia se transforment en rage, blâmant la prétendue mère d'avoir imprudemment amené un enfant dans une ruelle dangereuse, et de l'avoir ensuite perdu. Tirant parti de sa propre expérience amère d'avoir été abandonnée après l'adoption, Mia avertit Nia que sa nouvelle mère la fera inévitablement souffrir aussi. Une sombre détermination s'installe sur le visage de Mia, endurcie par son propre passé douloureux. Cherchant des objets de valeur, Mia demande pourquoi Nia n'a pas de bijoux si sa mère est une mage riche, mais une Nia nerveuse n'a pas de réponse. Les yeux de Nia s'écarquillent alors qu'elle se souvient soudain. « Maman Lucia, elle était juste avec moi. » Alors que la réalité d'être perdue frappe enfin une Nia paniquée, Mia se frappe le front, réprimandant la jeune fille pour sa folie. Malgré sa frustration, Mia propose de ramener une Nia surprise. Mia presse Annie de la suivre discrètement, mais l'enfant paniqué insiste sur le fait qu'elle doit retrouver maman Lucia. Mia peine à retenir une Nia frénétique qui veut désespérément rentrer. Mia lance un dernier avertissement sévère, disant à une Nia tremblante de ne pas bouger si elle veut vivre. Un grand chef de gang secoue avec colère une maigre bourse de pièces devant ses subordonnés encapuchonnés, qui expliquent n'avoir pas pu voler davantage. Il attrape furieusement un garçon aux cheveux noirs par le col, exigeant qu'il fasse plus d'efforts, et leur rappelant qu'il leur fournit un abri, tandis que les enfants s'excusent. Sa colère se mue en panique alors qu'il réalise que quelqu'un manque, criant frénétiquement le nom de Mia. Une jeune fille rousse vêtue d'une cape sombre, Mia, sort calmement, annonçant sa présence. Mia fusille l'homme du regard, le réprimandant pour son arrogance et lui disant de mieux s'occuper des enfants. Alors que Mia s'apprête à partir, l'homme l'arrête, son attention attirée par quelque chose derrière elle. L'homme ricane à propos d'une petite souris effrayée qui se cache à proximité, ce qui fait crier Mia de protestation. Alors que ses camarades de gang la retiennent, Mia crie désespérément de laisser l'autre fille partir, insistant sur le fait qu'elle a des parents. Le chef de gang brandit triomphalement une Nia terrifiée, déclarant qu'avoir des parents est encore mieux, car ils peuvent exiger une rançon. Bang. Un bruit soudain et perçant surprend le chef de gang, qui se retourne brusquement, se demandant ce que c'était. D'un point de vue sombre et éclaboussé de sang, une voix exige de savoir qui ils sont. Une lame bleue luisante taillade le dos du chef de gang, et il hurle d'agonie. Nia tombe au sol, tandis que son ravisseur est violemment abattu. Les enfants encapuchonnés regardent en état de choc, alors que trois figures émergent de la lumière, un homme aux cheveux bleus, un homme aux cheveux roux et un homme aux cheveux blancs. L'homme aux cheveux bleus et la femme rousse se présentent joyeusement comme oncle et tante, tandis que l'homme aux cheveux blancs, tenant des baguettes, s'interrompt maladroitement. Un membre du gang explique à la femme rousse qu'ils avaient parié. Si Heath trouvait la fille en 5 minutes, il devrait être son frère. La femme rousse et l'homme aux cheveux bleus pressentent avec espièglerie Heath d'accepter son nouveau rôle dans la famille. Une Lucia désespérée et blessée se précipite sur les lieux, appelant frénétiquement pour savoir où est Nia. Un subordonné l'informe que l'enfant est en sécurité, mais qu'il y a un problème, tandis que le subordonné roux intervient pour confirmer. Lucia voit Mia tenir protectrice, une Nia endormie, entourée d'une aura sombre et menaçante. En les observant, Lucia songe que Mia ressemble à une chatte mère protectrice tenant son chaton. Lucia examine Nia et est soulagée de constater que sa respiration est normale, sans fièvre, seulement une petite égratignure au genou. Soupirant de soulagement, Lucia conclut que Nia s'est simplement évanouie sous le choc de l'épreuve. Serrant son bras ensanglanté, Lucia songe que le sort de Trac alertant les chevaliers a été une chance, car il lui a permis d'invoquer tout l'ordre noir.
Son subordonné rapporte que leur enquête a révélé que le chef d'un gang de pickpockets avait tenté d'enlever Nia pour la traite. Il termine son rapport en déclarant que le chef est mort, ils auront donc besoin des gardes de la ville pour les détails, laissant les 3 autres subordonnés perplexes. Les 3 subordonnés rougissent de fierté, fous de joie que leur capitaine les loue. Debout au-dessus du chef de gang abattu, Lucia tient Nia et pense qu'elle devra déposer un rapport pour la première fois depuis longtemps. Lucia pense sombrement qu'il est préférable qu'elle n'ait pas été présente pour le meurtre, car sa rage aurait été trop brutale pour être justifiée par un rapport. La scène passe à une vue paisible d'une fenêtre ensoleillée. De retour dans une pièce douillette, Lucia veille sur Nia et Mia, alors qu'elles dorment paisiblement sur un canapé. Lucia essaie de repositionner doucement Nia sur le canapé, mais la petite fille commence à bouger. Nia se réveille en se frottant les yeux, appelant en larmes sa maman. Alors que Nia commence à pleurer, une Lucia inquiète se penche et lui demande si elle va bien. Sanglotant, Nia serre Lucia fort dans ses bras, se blâmant pour ce qui s'est passé. Nia explique qu'elle a couru après avoir vu sa sœur, pour réaliser ensuite que sa maman était partie. Lucia la réconforte, reconnaissant à quel point elle devait avoir peur. Berçant l'enfant qui pleure, Lucia pense que tout ce qui compte est que Nia soit en sécurité. Lucia serre Nia contre elle, promettant qu'à partir de maintenant, elles iront partout ensemble. Nia lève les yeux vers sa mère, les yeux remplis de larmes mais écoutant attentivement. Nia remarque le bras blessé de Lucia et lui demande en larmes de ne plus faire ça, mais Lucia explique que c'était sa propre volonté. Une Nia Chibi semble confuse tandis que Lucia la rassure. Lucia essaye de rassurer une Nia inquiète que la blessure ne fait pas du tout mal. Lucia explique doucement qu'elle l'a fait pour la protéger, laissant Nia absorber cette profonde déclaration. La scène se déplace vers la lumière du soleil traversant la fenêtre, signalant un changement d'atmosphère. Lucia est stupéfaite de voir sa blessure guérir, réalisant que Nia utilise inconsciemment un pouvoir divin. Un gros plan montre la petite main de Nia brillant d'une lumière dorée alors qu'elle plane au-dessus du bras en guérison de Lucia. Lucia s'émerveille que Nia puisse utiliser une magie de guérison avancée sans entraînement, tandis que Nia dit que cela lui fait juste chaud. Nia lève les yeux vers sa mère avec des yeux brillants et innocents, inconsciente de son propre pouvoir. Nia se rendort, et Lucia réalise que l'enfant a dû s'épuiser en utilisant son pouvoir. Tenant l'enfant endormi, Lucia pense qu'elle l'a toujours su, tandis que Nia murmure dans son sommeil. Alors que Lucia tient Nia, elle est surprise par une voix d'en bas. Mia est réveillée et demande « Qui êtes-vous » Mia se lève d'un bond, accusant avec colère Lucia d'avoir adopté Annie uniquement pour exploiter son pouvoir divin. Elle attrape furieusement Lucia, exigeant de savoir quand Annie s'est réveillée et la réprimandant de laisser l'enfant épuiser ses pouvoirs. Alors que Mia la traite de folle, déclarant qu'Annie a assez souffert, Lucia reste silencieuse avec une expression sombre. Submergée par le désespoir, Mia tombe à genoux et supplie Lucia d'envoyer l'enfant au temple. Lucia explique calmement que Annie est maintenant Nia, une sainte, et avertit gravement que l'envoyer au temple mènera à sa mort. Une Mia abasourdie proteste que c'est impossible, mais Lucia révèle que c'est un secret bien gardé et lui demande pourquoi on lui fait confiance avec cela. Mia avoue ne pas savoir, et Lucia explique que c'est parce que Nia lui a fait confiance et que Mia, à son tour, s'est agenouillée pour la sécurité de Nia. Lucia tient Nia endormie, son expression s'adoucissant alors qu'elle considère le lien entre les 2 jeunes filles. Un sourire doux et confiant apparaît sur le visage de Lucia alors qu'elle réalise la profondeur de l'affection de Mia pour Nia. Choquée et embarrassée, Mia réalise en rougissant que Lucia lui fait confiance. Un flashback révèle des rumeurs généralisées sur Lucia, des gens affirmant avec suffisance qu'elle ne sait même pas qui est le père de l'enfant. 2 subordonnés colportent que l'obsession du prince héritier pour Lucia doit être due à sa connaissance de l'enfant. Les rumeurs continuent, se concentrant maintenant sur le prince héritier Aeren, un subordonné jugeant scandaleux l'appariement d'une figure angélique et d'une beauté fanée. Un homme aux cheveux blancs en uniforme entre dans le bureau, surprenant un subordonné qui demande nerveusement si le capitaine est arrivé. L'homme aux cheveux blancs demande calmement pourquoi ils sont si surpris, et le subordonné dissimule nerveusement sa réaction par un rire. L'homme aux cheveux blancs soupire en s'installant à son bureau, tandis que ses 2 subordonnés le regardent depuis les leurs. Perdu dans ses pensées, il déplore que s'il avait su sa situation plus tôt, il aurait pu l'aider. Ses subordonnés remarquent son humeur étrange. L'un demande s'il est troublé, tandis que l'autre conclut qu'il doit être amoureux. Une pensée revient sur l'histoire officielle selon laquelle le père les a abandonnés, notant que Lucia a gardé son identité secrète pour le protéger.
Le capitaine se demande si une femme de l'intégrité de Lucia accepterait vraiment un autre homme, ses pensées étant interrompues par un subordonné. Un subordonné rapporte avec enthousiasme avoir vu la capitaine Lucia et son enfant se préparant pour la maternelle, tandis que son ami déplore l'occasion manquée de voir le visage de l'enfant. La scène se déplace vers une calèche voyageant le long d'une route baignée de soleil. À l'intérieur de la calèche, Lucia réfléchit à la rapidité avec laquelle le temps a passé, la cérémonie d'entrée étant déjà imminente. Elle se souvient de la mauvaise presse récente concernant les Chevaliers Noirs et de l'avertissement qu'elle a reçu de cacher son identité pour la sécurité de Nia. Elle touche sa tempe, s'inquiétant que cacher son identité sera un défi, puisqu'elle sait qu'elle est une piètre menteuse. Lucia se souvient avoir décidé de ne pas du tout enseigner à Nia le terme de pouvoir sacré, créant plutôt un code secret à utiliser entre elles. Lucia réfléchit à l'idée d'offrir un emploi à Mia au palais, confiante que la jeune fille, qui n'aime pas être redevable, s'y débrouillera bien. La scène s'ouvre sur un bâtiment scolaire festif, orné de ballons colorés pour la cérémonie d'entrée. Vêtues d'élégantes tenues assorties, Lucia et Nia arrivent sur le terrain de l'école. À l'intérieur de la grande salle, une foule de parents et d'enfants se mêlent, créant une ambiance animée. Assises à une table, Lucia et Nia attirent immédiatement les murmures des autres parents, et Lucia réalise que leur apparence était destinée à attirer l'attention. Nia a l'aide d'admiration en ouvrant un cadeau de bienvenue, ravie par la boîte de fournitures artistiques colorées à l'intérieur. Dans un doux moment, Lucia rappelle à Nia de prendre soin de ses nouvelles affaires, et la petite fille se souvient docilement de la leçon. Deux femmes, Mela et Seae, s'approchent de leur table et se présentent poliment comme étant au service de leurs seigneurs respectifs. Lucia en déduit correctement que les femmes doivent être de nouvelles nobles, car elles ne reconnaissent pas son visage après sa longue absence de la société. Décidant d'omettre son titre pour l'instant, elle se présente simplement comme Lucia. Les femmes parlent de noms de famille, mentionnant que Lucia n'a pas encore dû recevoir le sien, et partageant leur propre processus récent et compliqué. Quand l'une des femmes devine qu'elle vient du Nord en raison de son calme, une Lucia troublée s'efforce intérieurement d'évaluer la situation. Elle se souvient soudain que les nobles nouvellement anoblis sont tenus de demander un nom de famille, un détail qui pourrait compliquer sa couverture. Regardant directement les femmes, Lucia déclare simplement qu'elle n'a pas de mari. Lucia anticipe sombrement leur réaction, sachant qu'une veuve sans mari est considérée comme un fardeau dans la société noble. Son regard tombe sur sa fille, et elle s'inquiète de la façon dont Nia sera traitée en raison de son propre statut perçu. Remarquant l'expression lointaine de sa mère, Nia lève les yeux de son cadeau et demande doucement « Maman ». Les deux femmes posent soudain leurs mains sur les épaules de Lucia avec des expressions choquées, confirmant les attentes cyniques de Lucia. Cependant, elles interprètent complètement mal la situation, supposant que son mari est un soldat en guerre et lui offrant un réconfort sincère, bien que maladroit. Le malentendu se propage rapidement. D'autres nobles l'entendent et la louent comme une mère admirable, mariée à l'un des héros de guerre de l'Empire. Lucia réalise avec une horreur naissante qu'en essayant de créer de la distance, elle a involontairement façonné l'image d'une épouse parfaite et endurante de héros de guerre. Une nouvelle arrivée attire l'attention de la foule, les spectateurs murmurant avec admiration et s'interrogeant sur l'enfant parmi eux. L'homme aux cheveux blancs, Léon Reuens, fait une entrée remarquée, tenant la main d'un petit garçon aux cheveux bruns dans un uniforme assorti. Léon offre un sourire confiant et charmant à la foule. L'attention se porte sur le joyeux garçon aux cheveux bruns à ses côtés, confirmant son lien avec Léon. Une petite fille aux cheveux roux en tresse et aux yeux verts vifs se demande à voix haute qui est le beau grand frère. La jeune fille rousse s'approche du duo, et Léon la salue gentiment en tant que petite dame. Les enfants, y compris Nia, sont assis alors qu'ils sont accueillis au jardin d'enfants de l'Académie Eldarion. La jeune fille rousse se présente fièrement comme Ivan de la famille Baron Bernat, déclarant que leur devise est « Dessert pour tous ». Point. Une femme aux cheveux bruns, la mère d'Ivan, note avec tendresse à quel point sa fille est vive, tandis qu'un autre enfant parle de friandises. Un garçon aux cheveux roux nommé Guédelin se vante que son père, le chef d'une guilde de commerçants, a récemment acheté un titre de baron. En classe, les enfants demandent avec enthousiasme à leur professeur comment acheter des titres nobles, mais elle leur dit calmement qu'ils en apprendront plus tard. Le professeur réprimande doucement Guédelin pour qu'il s'excuse, mais il refuse avec suffisance, se vantant que sa riche famille n'en a pas besoin. Ivan confronte Guédelin avec colère pour ses mots grossiers, tandis qu'il lui répond par un sourire narquois et défiant. Exaspéré, Ivan donne un puissant coup de tête à un Guédelin choqué et en pleurs.
Ivan exige furieusement des excuses à Nia, criant qu'elle est bien meilleure qu'un sale gosse mal élevé comme lui, tandis que Ghislaine hurle. Pendant ce temps, dans une salle séparée, un instructeur explique aux parents réunis les procédures à suivre lorsqu'un enfant tombe malade. Mel. Dehors, sous un arbre, Léon s'approche de Lucia avec un doux sourire et lui demande si elle se sent mieux. Agacée, Lucia pense qu'elle vient de détourner l'attention de tous, seulement pour que Léon Ruin s'apparaisse et lui demande sèchement pourquoi il est là. Rougissant, Léon explique qu'une affaire urgente a nécessité sa présence, se rappelant l'ordre d'une Lucia Chibi de s'en tenir au script. Lucia se tient debout avec un sourire las et entendu, les bras croisés, tandis qu'elle écoute son excuse. Tandis qu'un Léon déconcerté continue, Lucia questionne sa présence et pense qu'elle ne comprendra jamais ses choix problématiques. Lucia se souvient de la persistance passée de Léon, depuis qu'il a forcé des mages aux exercices de combat jusqu'à trouver des excuses pour lui rendre visite à la retraite. Elle médite sur sa nature altruiste, déplorant que sa loyauté envers le pays soit simplement un gâchis de sa vie. Léon demande sincèrement à raccompagner Lucia chez elle après la cérémonie, insistant sur le fait qu'il le désire vraiment cette fois. Lucia soupire et rejette fermement son offre, déclarant qu'elle ne souhaite pas attirer davantage l'attention. Dehors, Lucia affronte un homme en veste beige, l'informant qu'elle n'utilisera plus la calèche du capitaine et exigeant une explication. Les deux échangent un regard tendu, l'expression de Lucia est ferme, tandis que la sienne est teintée d'un sourire entendu. L'homme se demande s'il l'a approchée trop hâtivement, mais décide finalement d'accepter sa décision, la reconnaissant comme capitaine Lucia. La scène se transforme en une vue festive de banderoles et de feuilles. À l'académie, parents et enfants se rassemblent sur le terrain ensoleillé, créant un léger murmure de conversation. Une Nia pensive marche seule, se demandant pourquoi son ami Ivan est revenu sans la personne avec qui elle était partie. Lucia demande à une Nia silencieuse ce qui s'est passé en classe et décide qu'elle devra la questionner doucement plus tard. Des nobles voisins chuchotent nerveusement, reconnaissant l'uniforme des chevaliers noirs et se rappelant des rumeurs d'une mort récente dans les bidonvilles où ils sont apparus. Avec une expression sombre, Lucia décide qu'ils doivent se dépêcher de rentrer, se questionnant intérieurement sur la présence des chevaliers noirs. La scène se déroule sur 2 chevaliers noirs dans leurs uniformes impeccables et imposants. Toute l'escouade des chevaliers noirs s'est rassemblée à l'extérieur, créant une agitation parmi les autres familles. Devant le groupe, un chevalier roux se dispute avec un autre, le prévenant que la capitaine les tuera si elle le découvre. Le chevalier aux cheveux bruns déclare qu'il sera celui qui recevra les louanges de la capitaine, mais son camarade roux le pousse, lui disant de partir. Lucia observe avec mortification, pensant que ses subordonnés stupides attirent plus l'attention que quiconque malgré ses ordres. Avec un mal de tête, Lucia décide qu'ils doivent partir, pensant que ces chevaliers sont si stupides que personne ne soupçonnera leur lien avec elle. Lucia regarde par-dessus son épaule, avec une expression interrogative, légèrement perplexe. Ivan tape du pied, déclarant avec colère qu'elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire et n'a pas à s'excuser. Les parents d'Ivan arrivent sur les lieux alors que sa mère exaspérée l'appelle par son nom. La mère de Gédoline, une femme blonde, lance un avertissement sévère. Elle laisse passer cette fois, mais ne restera plus aussi silencieuse. La mère d'Ivan s'excuse pour l'incident, tandis que la mère de Gédelin s'inquiète pour son fils. Le père de Gédelin se moque, commentant avec insouciance le tempérament d'Ivan et remettant en question ses perspectives de mariage. La mère d'Ivan explose, disant furieusement à l'homme qu'il est inapproprié de parler de mariage pour une enfant, tandis qu'il ricane avec incrédulité. La dispute s'intensifie, la mère d'Ivan rétorquant qu'en tant que parents, ils doivent enseigner les bonnes manières à leur fils, ce qui choque l'autre femme. Menaçant de réclamer des frais médicaux, le père de Gédelin s'en va en trombe avec sa famille, jurant qu'ils regretteront ce jour. L'homme s'arrête net, stupéfait, tandis que sa femme appelle sous le choc Dame Louloucia, qui se tient maintenant devant eux avec Nia. Les parents d'Ivan, Julie et Dave Berna, se présentent joyeusement et remercient Dame Lucia pour son aide. Lucia rend un sourire poli, mais intérieurement, elle décide de trouver un moyen de partir discrètement dès que possible. Au moment où Lucia tente de s'éclipser, Nia lui saisit fermement le bras, l'arrêtant net. Tandis que Nia s'éloigne discrètement, une Lucia surprise l'appelle par son nom. Ignorant sa mère, Nia traverse la cour en courant vers Ivan et ses parents. Nia serre Ivan dans ses bras en pleurant, s'excusant pour le problème, mais Ivan la réconforte, blâmant plutôt le roturier impoli. La mère d'Ivan réprimande doucement sa fille pour avoir utilisé un langage si adulte, surtout en présence de Lady Lucia.
Une aura sombre et furieuse entoure soudainement Lucia, alors que son expression se durcit. Ses yeux s'écarquillent d'une fureur froide et naissante alors qu'elle comprend ce qui s'est passé. Ivan explique à sa mère choquée comment Gédelin s'est vanté que l'argent de sa famille le dispensait de s'excuser. Lucia réalise que si elle peut facilement ignorer les moqueries qui lui sont adressées, elle perçoit désormais quelque chose de différent. Voir Nia subir le même traitement éveille une rage sombre et inconnue en Lucia, et elle ressent une envie violente de punir les responsables. Elle pense qu'en temps de guerre elle les aurait exécutés, mais alors qu'elle serre le poing, une voix crie « Capitaine !» La bagarre des chevaliers noirs dégénère alors que l'un d'eux exige de savoir pourquoi il ne peut pas célébrer, tandis que son camarade lui rappelle frénétiquement que la capitaine cache son identité. Le chevalier aux cheveux bruns demande bruyamment pourquoi la capitaine doit se cacher, choquant les nobles à proximité, tandis que son camarade aux cheveux roux lui demande s'il connaît son titre infâme. Oh haïen ! Le chevalier aux cheveux bruns commence fièrement à annoncer qu'elle est la célèbre monstre noir, avant d'être interrompu. Les murmures se répandent comme une traînée de poudre, alors que les spectateurs associent Capitaine à Lucia, horrifiés par la réalisation que l'enfant du monstre noir est dans leur école. Un parent murmure son espoir que Nia ne soit pas dans la classe de son enfant, et une Nia inquiète entend le commentaire cruel. Entendant les murmures de « l'enfant d'un monstre », Lucia baisse les yeux avec une résignation douloureuse. Lucia est anéantie par la pensée que Nia doit maintenant endurer la même ostracisation à cause d'elle. Un sentiment étrange et inconnu commence à remuer en Lucia, tandis qu'elle observe avec une expression douloureuse. Elle ferme les yeux, luttant pour saisir la nouvelle et puissante émotion qui remue en elle. Son attention se déplace soudainement alors qu'elle se concentre intensément sur Léon Ruwens. L'expression sérieuse de Léon s'adoucit en un sourire doux, légèrement timide. Lucia s'approche de lui prend le bras et s'adresse à lui en l'appelant « Capitaine Léon ». Un Léon complètement déconcerté tressaille de surprise alors que Lucia s'accroche à son bras. Avec un sourire éclatant et confiant, Lucia demande si son offre précédente est toujours valable.